Quand on n'a pas d'intelligence et pas de solution, on invente des impôts supplémentaires. Le régional avec des avions de moins de 50 sièges n'a pas beaucoup d'avenir. Les avions régionaux sont presque par définition sous-employés. Aujourd'hui, le businessman, il y en a presque plus dans les avions, y compris dans les avions régionaux. Les hélices sont perçues souvent comme étant vieillottes, alors que c'est un avion qui est vertueux. Les hommes politiques, eux, aiment bien les avions en réaction, ça correspond peut-être à leur ego. Bonjour, merci d'être avec nous. Nous sommes sur Jumpseat, l'émission qui parle aéronautique sur Twitch. Je suis Thierry Dubois. Avec moi aujourd'hui, Gilles Roy. Salut. Bonjour Gilles. Nous sommes aujourd'hui avec Alain Battisti, le PDG de Chaleur. Bonjour. Bonjour Alain. Merci de votre invitation. Merci de nous avoir rejoints ici. Alain Battisti, avec qui nous allons parler aviation régionale. On va essayer. Parce que je crois que c'est ce qui t'occupe beaucoup le jour et parfois la nuit. Même la nuit, oui. même la nuit, pas trop, j'espère. On se plonge dans le transport aérien régional. Nous avons une jolie maquette d'ATR, un ATR 72-600. Chez ATR, donc ATR, c'est le constructeur européen franco-italien, il l'appelle le défricheur de ligne. Est-ce que ça te paraît justifié ? Oh, c'est marketing, ça. Oui, parce que ça suppose qu'on démarre avec un avion d'une taille moyenne ou petite, 50 à 70 sièges, pour ensuite ouvrir avec des lignes plus grosses. C'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que c'est vrai sur des marchés émergents ou des marchés en croissance forte. Ça n'est plus le cas de la France, ça n'est plus le cas de l'Europe, c'est presque plus le cas aux États-Unis. Par contre, ça l'est encore en Asie, par exemple, aux Philippines, au Vietnam, où effectivement, on peut imaginer de démarrer des lignes avec des avions petits, à hélice ou à réaction, et ensuite les voir grandir avec des 737, des 320 ou des 321. Alain, décris-nous ta compagnie, Chaleur. Alors moi, je suis le propriétaire et l'animateur avec une très belle équipe de la compagnie régionale Chaleur. Alors je dis l'équipe parce qu'une compagnie aérienne, c'est d'abord une équipe, quoi. Alors, il peut y avoir un animateur un peu plus connu que d'autres. J'ai cette responsabilité aujourd'hui, mais c'est vraiment un travail collectif. Ça commence par les gens qui préparent les vols, c'est les gens évidemment qui mettent en œuvre les avions, les pilotes, les mécaniciens, mais c'est aussi les commerciaux qui animent les systèmes de distribution pour vendre des billets, parce que c'est d'abord une activité commerciale. Et donc Chaleur est une compagnie qui existe depuis presque 40 ans maintenant. Elle a été créée en 86. Elle était d'abord compagnie d'aviation d'affaires avec des King Air principalement, King Air 200, et puis ensuite avec des avions un peu plus gros, le Beech 1900D, ou C, avion de 19 sièges à turbine, donc à hélice. Et aujourd'hui, notre principal axe de développement, c'est l'ATR, donc avion régional que vous venez de décrire. Sachant qu'on a deux versions dans la compagnie, le 42, qui est l'avion historique, le premier, qui est aujourd'hui en 48 ou 50 sièges, et le 72, qui peut aller jusqu'à des versions au-delà de jusqu'à 78 sièges. Il faut être philippin, peut être petit, léger, mais en France, on les exploite en général à 70 sièges. Alors là, à l'image, on a dans la première livrée, une livrée un peu historique, un avion 1900D aux couleurs de Chaleur. Donc typiquement, les passagers rentrent par la porte avant. L'équipage est constitué de 2 pilotes. Il n'y a pas d'hôtesse ou de steward à bord. Et vous avez au fond de l'avion une banquette de 3 places. Alors celui qui est au milieu, il a une vue extraordinaire sur le cockpit, mais en même temps, il peut étaler ses jambes, mais il est un peu serré. Voilà. C'est pas le meilleur des conforts, mais c'est quand même un vrai avion qui vole à plus de 500 km/h, qui offre la même sécurité qu'un avion plus gros. Il a un TICAS, il a tout un ensemble de systèmes qui sont aujourd'hui obligatoires. Il a un data monitoring, ainsi de suite. Et on peut faire des lignes régionales avec ce genre d'avion, mais économiquement, c'est devenu vraiment difficile de vivre. À une époque, il y avait presque 40 avions de ce type qui volaient en France sur des lignes régulières. Aujourd'hui, on en compte moins d'une demi-douzaine. Et ce ne sont pas des lignes d'avenir. Je le dis franchement. Le régional avec des avions de moins de 50 sièges n'a pas beaucoup d'avenir. On assiste depuis une bonne douzaine d'années à une attrition très très forte des flottes d'avions régionaux. Comme le titre de l'émission le dit, c'est face aux low-cost, parce que les low-cost ont pris les principaux axes et ont induit du trafic. Il y a une induction de trafic très claire, c'est-à-dire que l'offre a créé la demande, et la demande aujourd'hui est forte sur des axes qui autrefois étaient faits avec des avions de 50 sièges et qui aujourd'hui peuvent être opérés avec de l'Airbus 320, 319 ou du 737-800 qui est encore un peu plus gros.
On a une question dans le chat. Dans votre domaine, vous arrivez à combien d'heures de vol annuelles par type d'avion ? Et puis, je dirais, il y a une autre question aussi qui se rapporte aussi à ça. L'offre commerciale de Chalère s'adresse-t-elle exclusivement aux businessmen ? Alors, deux questions. Une question technique, les heures. Alors, les avions régionaux sont, j'allais dire, presque par définition sous-employés, parce que il est difficile de faire monter à bord un passager avant 6 heures du matin. Et vous terminez à 21h30, sachant qu'il y a beaucoup de changements d'habitude dans les passagers, on pourra en parler si vous le souhaitez. Et donc, globalement, un avion régional ne peut pas faire plus de 6 à 8 branches par jour. Ce qui est déjà pas mal, quand même. Ce qui est pas mal, mais un jet régional fait 10 branches. C'est quand même une grosse différence en termes de rentabilisation. Un jet régional comme un CRJ, par exemple ? Comme un CRJ, ou enfin les CRJ, il n'y en a quasiment plus aujourd'hui, mais disons un Embraer 170, qui est le plus petit des jets régionaux aujourd'hui, quasiment, fait facilement 10 branches, toujours dans cette amplitude, 6h, 21h30, 22h. Sachant qu'on a maintenant de plus en plus de couvre-feu sur les plateformes aéroportuaires, et ces avions s'adressent à une clientèle, et là je réponds à la deuxième question, qui était au départ, il y a quelques années, si on fait une photographie il y a 10 ans, c'était effectivement le businessman, l'attaché caisse, qui se déplace parce qu'il a besoin de faire un aller-retour dans la journée. Et il y a une dizaine d'années, dans le transport régional, on disait la moitié des passagers font l'aller-retour dans la journée, l'autre moitié le fait sur 2 à 4 jours. En général, c'est plutôt 2 à 3 jours. Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur ce schéma-là. Aujourd'hui, le businessman, il n'y en a presque plus dans les avions, y compris dans les avions régionaux. C'est-à-dire que l'essentiel de la clientèle, c'est des gens qui voyagent pour des raisons personnelles, touristiques, familiales, peu importe, et qui ont le plus souvent acheté leurs billets eux-mêmes. C'est 70 à 80% de la clientèle aujourd'hui des lignes en France, et en particulier des lignes régionales. Le businessman est très peu présent dans les avions, et c'est un petit peu la leçon de la sortie de la crise Covid, et c'est valable chez Chalère, mais on compare nos chiffres avec Air France notamment régulièrement. C'est exactement les mêmes tendances chez Air France sur le domestique, toujours les vols intérieurs de la France. Il manque aujourd'hui 30 à 40% des gens qui voyageaient pour des raisons professionnelles. Il manque 30 à 40%. Où sont-ils passés ? Ils sont derrière leur ordinateur, en visioconférence. Leurs entreprises appliquent des politiques RSE, donc des politiques environnementales, et le bilan carbone est scruté. Donc on limite, au-delà du recours au télétravail ou à la visioconférence, on limite le recours au transport aérien, mais même au transport terrestre, que ce soit ferroviaire ou routier. Et donc on a moins effectivement de passagers. Et puis je pense qu'en ce moment, il y a en plus une anticipation d'une crise économique, ou en tout cas d'un tassement économique qui tend à réduire les frais généraux, tout simplement, à faire une pression très forte. Donc on a beaucoup perdu de passagers et ils ne reviennent pas. Alors c'est vrai sur des lignes avec des avions de 50-70 sièges, mais c'est également vrai par exemple sur une liaison qui est la plus grosse d'Europe, entre Orly et Toulouse. Orly-Toulouse, il manque en 2023 25% des passagers qui ne sont pas au rendez-vous. Et pourtant, la région toulousaine est une région attractive, à la fois sur le plan touristique, sur le plan industriel. Elle est émettrice de billets, de passagers, et elle est réceptrice. Donc les passagers, ils vont aussi bien à Toulouse qu'ils en viennent. Et malgré ça, et alors qu'il n'y a pas d'offre de train en face, il n'y a pas de solution nouvelle, il n'y a pas de TGV, il n'y a pas d'offre d'autoroute extraordinaire qui permettent de rejoindre Paris ou Toulouse en 5 heures. Donc le train n'est pas concurrencé, et pourtant il manque des passagers. Donc on sent bien qu'il y a eu une évolution profonde, que la crise Covid a accéléré. Ces mouvements-là, on les pressentait un petit peu avant 2019. Mais les événements sanitaires ont compliqué les choses et ont surtout accéléré la mutation. Sur Paris-Toulouse, il y a le TGV quand même qui fait 4 heures, je crois, quand il s'arrête très très peu. Un petit peu plus, oui. Quand il tangente Bordeaux. Oui. Mais c'est pas... Le TGV, il est vraiment concurrentiel à partir de 3h30. D'accord. 3h, 3h30, là c'est clair, le TGV... D'ailleurs, les lignes d'avion s'arrêtent. Il n'y avait pas besoin de faire une loi qui impose à 2h30. Cette loi, elle est stupide. Elle est profondément stupide. Les avions ne volaient déjà plus. Je veux dire, entre Nantes et Paris, il n'y avait déjà plus d'avions. Entre Lyon et Paris, il y avait déjà quasiment... Enfin, il n'y en avait pas d'avions non plus sur Orly. Donc, il n'y a pas besoin d'une loi, quoi. Ça, c'est pour montrer qu'on fait quelque chose alors que ça ne sert à rien.
Il y avait cette question aussi sur le nombre d'heures annuelles d'heures de vol. Alors oui, pardonnez-moi de ne pas y avoir répondu. On est aujourd'hui sur un avion régional entre 1000 et 1400 heures par an maximum. Par avion. Par avion, bien sûr. Et effectivement, d'habitude, sur un court moyen courrier comme un A320, on parle plutôt de 3000 heures par an, hein, c'est ça? Alors sur un monocouloir à réaction, oui, on est surtout entre 3000 et 4500 heures. Oui. Ah oui. Donc ça veut dire que les low cost qui sont en face des compagnies régionales françaises font tourner leurs avions plus de 2 fois plus que... Oui, mais ça dépend de quel low cost et de quel programme de vol. Parce que si vous avez des passagers qui consentent à monter dans un avion à 3 heures du matin à Beauvais, effectivement, l'avion va voler peut-être 17 ou 18 heures par jour, puisqu'il va faire des demi-tours en 25 minutes. Il enchaîne des vols de 1h30 avec des vols de 2h30. Bon, on peut faire un schéma de... Mais ce n'est pas le cas d'autres compagnies qui, elles, ont des avions qui dorment la nuit sur un aéroport. On les voit à Lyon, par exemple. Oui, bien sûr. Voilà, il y a une compagnie espagnole qui a des avions basés et qui dorment là la nuit. Et donc, ces avions, en général, se posent vers 22h30. Au plus tard, redécollent au plus tôt vers 6h. Donc eux ont une utilisation qui est plutôt entre 2000 et 3500 heures, ce qui est déjà pas mal. On avait d'autres questions sur le chat. Côté consommation, nous demande Franck May, l'ATR face à l'ERJ 570, qu'est-ce que ça donne? Ça consomme... alors, il faut être très précis parce que on est entre spécialistes, si j'ose dire. Ça dépend du profil de vol. Si on fait des vols, en gros, compris entre 250 et 400 nautiques, donc des vols en ATR qui vont durer entre 1 heure et 1h30, l'ATR va consommer environ 45% de moins par passager transporté qu'un jet de même taille. Donc un avion de 70 sièges type Embraer 170 ou ATR 72. Après, la vitesse de l'avion à réaction fait qu'il va gagner en temps et donc en consommation. C'est-à-dire que sur un trajet de 500 ou 600 nautiques, le jet va commencer à réduire son écart de consommation pour l'annuler aux alentours de 600 nautiques. 600 nautiques, c'est beaucoup pour un ATR quand même. Ça veut dire un vol de plus de 2 heures, c'est limite. Voilà. Nous, on fait des vols longs. Il nous arrive, par exemple, cet été, on va faire des vols au départ de Brest vers l'ouest de l'Irlande, Kerry. C'est un vol d'1h50 à peu près. C'est les limites de l'avion. Après, il est moins confortable et puis économiquement, il n'est plus rationnel. Les avions hélices ont beaucoup d'avantages. Pistes courtes, flexibilité d'emploi, leur taille, 50-70 sièges ou 19 sièges pour le beach. Mais leur limitation, c'est leur vitesse, leur rayon d'action et le confort perçu, ce qui les limite à des utilisations en gros d'1h30. Au-delà, c'est un peu limite. Pour toi, les turboprops sont encore un peu en deçà des jets en matière de confort. Moi, j'avais l'impression que sur la dernière version de la TR72, le 600, on était vraiment quasiment à égalité. Je parle de perception. La cabine d'un ATR, elle est très confortable. C'est une cabine large avec un siège, enfin 2 sièges de chaque côté d'une allée centrale. On est debout. Moi, je fais 1m83. Je me suis jamais cogné la tête nulle part. Et on peut, voilà. Donc, c'est un avion qui a une très belle cabine. Mais les hélices sont perçues souvent comme étant vieillottes, alors que c'est un avion qui est vertueux. C'est un message qu'on essaie de passer, pas toujours perçu. Alors les passagers s'en rendent compte. Plus ils sont jeunes, plus ils sont sensibles à cette dimension d'économie d'un avion relativement vertueux. Les hommes politiques, eux, aiment bien les avions en réaction. Ça correspond peut-être à leur ego, je ne sais pas, ou alors, mais souvent, on nous dit « Ah non, oh là là, il est vieux votre avion », alors qu'il peut être, du mois précédent, si j'ose dire. Regardez la forme des pales, la magnifique forme des pales d'hélice de la TR-72-600. Pardon, il y avait une question sur le vol Limoges-Lyon. Voilà, on a quelqu'un de Limoges apparemment. Limoges qui nous dit « Je prends régulièrement le vol Limoges-Lyon pour une correspondance vers Marseille. Il y a 2 ans, Volotea a ouvert une ligne directe Limoges-Marseille. Cette année, c'est Ryanair sur Limoges-Marseille, si je suis bien ce que dit Limoges. Apparemment. Et Chalair, point d'interrogation. Écoutez, pour l'instant, c'est pas dans nos plans, mais ça fait partie des destinations qui sont pertinentes parce qu'un ATR sur cette liaison-là, à la bonne taille, je pense qu'un 737, c'est beaucoup trop gros comme avion. Et la distance entre Limoges et Marseille est une distance qui permet de faire le vol en à peu près 1 heure, 1h05. Donc ça fait partie des lignes qui pourraient être envisagées un jour, oui.
La seule chose, c'est qu'une compagnie comme Ryanair a des prix d'appel qui sont vraiment très très bas. Est-ce que toi, tu peux t'aligner? Alors, attention, hein, quand je dis prix d'appel, je ne parle pas du ticket moyen, hein, mais même sur un ATR, un prix d'appel, tu ne peux pas descendre en dessous de 10 €. Non, on ne descend pas en dessous de 10 €, parce que 10 €, ce n'est pas les taxes perçues ou les redevances, par exemple, de la sûreté. Par contre, tous les ans, on fait 2 campagnes de bas tarifs. Ça correspond aussi aux périodes creuses de remplissage. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Et on mesure la sensibilité au prix sur des lignes. Et par exemple, on a fait cette année, à partir du 15 janvier jusqu'à fin février, une campagne où on vendait plus de 1000 billets à moins de 50 €, toute taxe. Donc c'est des tarifs de train. Aujourd'hui, je prends le train très régulièrement, le TGV, c'est rare que je paye moins de 50 €. Enfin, c'est en général 60-80 € en éco. Donc on a fait ces campagnes et on voit que la sensibilité au prix, elle peut être très différente selon la nature de la ligne. Donc sur une ligne par exemple comme Castres-Orly que nous opérons ou comme Aurillac-Orly, il y a une très grande sensibilité au prix. Et là, d'un seul coup, on voit plein de nouveaux passagers. Des gens qui, je fais l'aller-retour Paris pour 102 €, je le prends parce que c'est bien, quoi. Alors que dans d'autres endroits, et en particulier à Limoges, sur Limoges-Lyon, on n'a pas senti de réaction au prix. Il y a eu un effet d'aubaine pour certains passagers, mais ça n'a pas induit de trafic. Parce que la nature des passagers n'est pas la même, et pourtant on a fait les mêmes campagnes avec de la publicité sur les bus, avec annonces radio, avec des mailings, etc. Et bon, on a des sensibilités qui sont variables. Alors, on ne peut pas faire des tarifs à 50 € toute l'année. L'avion, économiquement, ne le permet pas. Mais on le fait, nous, modestement, à notre échelle, on le fait 2 fois par an, oui, sur en gros 3 mois sur l'année, donc c'est quand même pas mal. On sait que Ryanair est assez exigeante quand elle arrive sur un aéroport comme Limoges, comme Castres, elle demande beaucoup d'engagement des collectivités locales. Est-ce que, et en faisant des promesses qu'elle ne tient pas toutes les fois, hein, on est bien d'accord, mais est-ce que toi, tu peux promettre la même chose pour obtenir quelque chose d'équivalent? Alors non, clairement, on n'obtient jamais quelque chose d'équivalent. C'est impossible. Ce sont des champions du chantage, donc laissons-les dans leur catégorie. Nous, on ne sait pas faire. On peut quelquefois se poser la question de la pertinence et du choix. Voilà. Alors, à Limoges, je ne connais pas assez la question et la relation entre Ryanair et les territoires. Je sais qu'à Carcassonne ou ailleurs, il y a eu des affaires qui ont terminé au pénal, d'ailleurs. Donc, est-ce qu'il est logique d'utiliser l'argent du contribuable pour sponsoriser des voyages? On peut se poser la question. Dans certains cas, oui. Parce que si c'est pour faire venir des gens de l'étranger en particulier, qui dépensent beaucoup d'argent dans la région, dans le territoire, pourquoi pas? Il y a un retour économique très fort, y compris un retour fiscal. Si c'est pour sponsoriser les vacances des gens qui partent au soleil au départ de Saint-Étienne ou d'ailleurs, est-ce que ça a du sens? Bon, voilà. C'est aussi aux électeurs qui vont voter bientôt de choisir. Mais tu vois, j'étais donc au congrès des aéroclubs de français là, ce week-end. J'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui s'occupe d'un aéroport dont je ne dirai pas le nom, mais il essaye de convaincre ses élus qu'un avion, du moins qu'une low-cost classique, leur coûtera plus cher qu'elle ne leur apportera, mais ils veulent absolument avoir un avion, une ligne un peu prestigieuse avec une compagnie low cost un peu clinquante, alors qu'il y aurait intérêt à développer des lignes peut-être régionales, mais c'est moins... ça passe pas. Au niveau des politiques, ça passe pas. Et eux, ils veulent leur ligne... Oui, mais chaque territoire peut avoir une logique différente. Hein, mais c'est vrai qu'on voit des comportements qui sont très variés. Il est clair une multitude de lignes régionales au départ d'un aéroport avec des avions de taille petite ou moyenne, c'est un service qui est rendu à la communauté en général
et en particulier aux entreprises et au monde économique. Typiquement, vous êtes au centre de la France, vous offrez une liaison vers Marseille, une liaison vers Lille et puis une connexion vers Lyon. Vous avez une diversité, avec en plus à Lyon la possibilité de se raccrocher au hub de Hop, qui permet d'avoir une multitude de destinations, et ça correspond à un désenclavement. En même temps, vous pouvez avoir une volonté, effectivement, d'orienter plus les lignes vers des passagers qui seraient à l'import touristes ou à l'export pour leurs vacances. C'est des choix qui doivent être faits territoire par territoire. Il n'y a pas de politique unique qu'on pourrait plaquer sur toutes les villes de France. Je crois qu'il faut être assez prudent là-dessus. Voilà. Donc LPSN22 qui nous demande, il y a une question plus large, y a-t-il des projets de ligne pour Chalère? Oui. En permanence? Alors oui, en permanence, oui Gilles, tu as raison. C'est-à-dire qu'il y a des lignes, on essaie nous d'ouvrir des lignes, et puis quelquefois elles fonctionnent, on les garde, et d'autres fois elles ne fonctionnent pas. Alors les compagnies en général, quelles que soient les compagnies, que ce soit la mienne ou d'autres, plus grandes, on est toujours très pudique quand on ferme une ligne. C'est-à-dire qu'on ne l'annonce pas trop, c'est un peu, c'est la maladie qu'on ne veut pas montrer, et on suspend la ligne, on ne l'arrête pas, on la suspend. Entendu, on va la réouvrir. Ce sont des éléments de langage qui sont très utilisés dans le métier. Les low cost n'ont pas cette pudeur. Elles ouvrent, ça marche, elles gardent. Elles ouvrent pas, elles ferment rapidement. Et on dit, et je crois que c'est à peu près vrai, enfin statistiquement c'est à peu près le cas, que sur 3 lignes ouvertes, il y en a 2 de fermées. Je vais en citer aucune, mais c'est vrai que c'est en général comme ça que ça se passe, et elles conservent évidemment les lignes les plus rentables. En ce moment, il y a une difficulté, c'est que les compagnies n'ont pas autant d'avions qu'elles le souhaiteraient, parce qu'on a du mal à trouver des avions. Alors il y a une énorme crise aux États-Unis avec le 737. Je crois qu'il y a toute une série d'annonces, et je crois qu'Aerobuzz a communiqué aussi là-dessus, sur le fait qu'il y avait des compagnies qui renonçaient à des programmes, et donc elles fermaient des lignes où elles n'en ouvraient pas faute d'avions. C'est un peu le cas en France aussi. Aujourd'hui, si vous cherchez du 319 ou du 320 de l'Airbus, ça court pas les rues. Vous cherchez de l'ATR, c'est très compliqué en ce moment. Il n'y a plus d'ATR disponible. Donc nous-mêmes, on a eu beaucoup de mal à trouver notre 5e avion, et on est déjà en recherche du 6e avion pour l'année prochaine. Et tu veux dire que ce sont des avions d'occasion? Alors, ce sont des avions d'occasion. Alors, à l'avion neuf, c'est dans 2 ans. Donc là, c'est... c'est pas... on en produit 50 par an, maximum. À peine, plutôt plus près de 30 que de 50. Plutôt même 30, oui. Donc c'est très difficile en ce moment de retrouver des avions. Alors, pourquoi on manque d'avions un peu partout? C'est pour plein de raisons. C'est pas qu'il y ait absolument un manque absolu d'avions, c'est que souvent il y a un problème, on n'a pas de moteur, on n'a pas d'hélice, on n'a pas de train d'atterrissage, donc compliqué de remettre en route tous les avions qui sont encore sur les parkings, même si c'est un flux qui se résorbe progressivement. Donc oui, on peut ouvrir des lignes, pour revenir sur la question, et les fermer assez rapidement, et nous on a des projets d'ouverture. Pour cet été, on a des nouveautés. On ouvre Pau-Ajaccio, qui est une ligne que nous ne faisions pas. C'est un pari. Pau-Brest, nous avions ouvert l'année dernière et qui avait fonctionné et qu'on poursuit. Et l'Irlande qui avait fonctionné au départ de Brest. Donc Kerry, c'est le coin le plus joli d'Irlande, c'est la côte atlantique. Et curieusement, on s'attendait, nous, à ce qu'il y ait beaucoup de Bretons qui quittent la Bretagne pour aller en Irlande. Et en fait, c'est l'inverse. On a eu une majorité d'Irlandais, 60%. 40% de Bretons, ou de Bretons, ou en tout cas de Français qui quittaient la Bretagne. Donc on voit que les idées reçues, et même les études qu'on peut faire à partir de données MIDT ou autres, ne sont pas toujours exactes. Donc la France est un pays attractif, et quand on est en Irlande, même si on a un beau pays, l'Irlande, mais il fait beau plusieurs fois par jour, comme on sait, il fait meilleur en Bretagne. Il fait aussi beau plusieurs fois. Et on a une nouveauté cette année, c'est qu'on ouvre Caen, Kerry. Voilà, on ajoute quelque chose, on y va touche par touche, parce qu'il y a aussi des lignes qui s'avèrent être catastrophiques quand on les ouvre. Je voudrais m'assurer que j'ai bien compris un point. Quand tu parlais de la difficulté à avoir des avions, c'est d'une part parce que si on veut un avion neuf, le délai d'attente est important. Tu parlais de 2 ans pour avoir un ATR neuf. Oui. Et d'autre part, quand on veut un avion d'occasion, il va venir des stocks d'avions qui ont été parqués pendant la crise Covid. Et quand on veut un de ces avions, souvent il manque un élément important. Oui, il y a encore une partie de la flotte commerciale dans le monde entier qui est stockée et qui n'arrive pas à sortir de ces lieux de stockage parce que les avions ont été cannibalisés pour récupérer un moteur, une hélice, un train d'atterrissage. Et
ce qu'on appelle la supply chain, c'est-à-dire tous les fournisseurs d'équipements, que ce soit des moteurs, des hélices, des trains, mais ça peut être aussi le combiné du public adresse, vous savez, le système qu'on utilise pour communiquer. Eh bien aujourd'hui, j'en ai été le témoin d'un avion neuf qui a été livré avec 3 mois de retard parce que le combiné n'était pas trouvable. Il n'existait combiné plus. Avec lequel les stewards et les hôtesses s'adressent aux passagers, par exemple. Parce qu'il y avait une pénurie. Les fabricants de combinés avaient déposé le bilan ou n'arrivaient pas à produire suffisamment de combinés. Et il en manquait plusieurs, et donc les avions n'étaient pas livrés, parce que si vous ne pouvez pas vous adresser aux passagers en cas de problème, enfin la communication évidente en cas de safety, vous ne pouvez pas faire voler l'avion. Donc voilà qui illustre les propos de la patronne d'ATR qui dit avoir eu et continuer à avoir des problèmes de fournisseurs importants. Alors elle ne citait pas de nom ou d'exemple, mais en tout cas voilà un. L'exemple, il y a celui-ci, mais il y a surtout les trains d'atterrissage. Pendant très longtemps, quand je dis très longtemps, c'est-à-dire nous l'année dernière, au mois de février, on a un train qui a été fracassé au sol par un engin de piste. On nous a annoncé 380 jours pour avoir le nouveau train d'atterrissage. 385 jours. Plus d'un an. Est-ce que tu disais sur un beach ou sur un ATR ? Sur un ATR. Et donc, et on vous demande de payer cash d'avance. Ah oui, non, mais on n'est pas dans un monde de bisounours. Et j'ose pas vous dire le prix qu'on nous demande. C'est le prix d'une très belle maison sur la Côte d'Azur. Et alors ? Ça veut dire que l'avion... dans ce cas-là, vous renoncez à acheter un train neuf, donc vous essayez de trouver un train d'occasion. Et vous vous adressez à tous les gens qui possèdent des trains d'atterrissage. Donc vous avez d'abord le fabricant et ensuite vous avez quelques loueurs de trains et on en a trouvé un seul dans le monde. On l'a trouvé à Singapour et on l'a fait venir de Singapour. Et voilà. Et c'était la seule solution. Du coup, on l'a loué pendant un an. Ah oui, tu l'as loué en plus. Oui. Donc tu as réduit de combien de temps ? On l'a réduit à 2 mois. 2 mois. Et donc là, tu le loues en attendant d'avoir le train neuf ? Qui arrive bientôt. D'accord. Voilà. Donc 2 mois d'attente au lieu de plus d'1 an d'attente. Ouais. D'accord. Et donc voilà. Et ça, ce problème, il existe en France, pas seulement sur les ATR, mais sur les Airbus, sur l'Airbus 220 par exemple, où il y a des problèmes de mise au point de moteur, etc., de pièces de rechange. On retrouve partout. Et comme on ne peut pas faire d'impasse, il ne faut pas faire d'impasse. Le métier ne le permet pas. Et ce serait suicidaire et idiot de le faire. Vous subissez tout ça. Donc c'est compliqué pour les acheteurs dans les ateliers d'entretien d'avions, dans les compagnies aujourd'hui, de sourcer les pièces. En particulier les équipements critiques. Et les équipements critiques, aujourd'hui, sont les moteurs, les trains d'atterrissage. Les hélices, Ratier-Figeac a fait un énorme travail pour ce qui est des ATR. Aujourd'hui, ça y est, on est revenu sur une normalité d'approvisionnement avec des délais normaux. Mais ça n'est pas le cas sur les moteurs Pratt & Whitney Canada ou sur les trains d'atterrissage qui sont fabriqués en Europe. On a une question de Rachel Sitt, puis on va l'élargir un petit peu. Rachel Sitt qui demande combien existe-t-il de compagnies régionales en France et y a-t-il de la concurrence entre elles ? Alors là, c'est le moment de rappeler que Alain a été quand même pendant plusieurs années le président de la Fédération nationale de l'aviation marchande, c'est-à-dire que la fédération qui regroupe la plupart des compagnies aériennes françaises, et il l'a été notamment pendant la période Covid. Mais ça, on reviendra sur la période Covid, parce que ça, c'était un grand moment quand même de l'histoire du transport aérien français. Mais donc, tu as une très bonne connaissance de la situation des entreprises françaises de transport aérien, autrement dit des compagnies régionales notamment. Et alors attention, pardon, la FNAM c'est la Fédération nationale, je crois que ça a changé récemment. De l'aviation et de ses métiers. Et de ses métiers. Voilà. Merci pour le rappel. J'ai été 9 ans et demi président, mes confrères m'ont fait cet honneur et cette confiance. Les compagnies régionales en France, là aussi, c'est une image c'est un film qu'il faudrait dérouler, image par image. Il y a une quinzaine d'années, on appelait ça le 3e niveau. Alors pourquoi ? Parce que le premier niveau, c'était les grands vols internationaux. Il n'y avait que Air France et UTA qui avaient le droit de voler. Le 2e niveau, c'était Air Inter. Et le 3e niveau, c'était le reste. Il y avait près de 50 compagnies il y a une quinzaine d'années. En France En France. Donc, qui exploitaient des avions de 9 sièges, puisqu'on faisait du régional avec des King Air 200. Jusqu'à des avions, le plus gros, c'était le Fokker 100 sièges, un avion qui est une légende aussi, puisque c'est un avion qui a eu une très très longue utilisation et qui commercialement était un bon avion, et techniquement aussi. Aujourd'hui, des acteurs régionaux tiennent sur les doigts d'une seule main, en France.
Voilà. Il y a 2 opérateurs d'ATR, moi-même et un autre opérateur. Il y a 2 opérateurs de beach, moi-même et une autre compagnie. Il y a un opérateur de caravane qui fait la liaison entre Brest et Ouessant. Et puis après, les autres acteurs, il n'y en a plus, quasiment. On les cherche. Et c'est la même chose en Allemagne. Il y a eu une quasi-disparition des acteurs. Et puis bien sûr, il y a Hop en France. Qui opère, voilà, qui est une filiale d'Air France, qui opère des avions à réaction de 70 à 100 sièges. Mais si on regarde Hop, aujourd'hui, c'est 31 avions ou 32 avions. Ils en cherchent d'ailleurs, et c'est plutôt une bonne chose, parce que la compagnie est en train de grossir de nouveau, et c'est très très bien. Mais cette compagnie Hop, il y a 8 ou 9 ans, elle comptait 130 avions. Voilà, donc... Alors, des avions très différents. Il y avait des ATR, il y avait des Saab, il y avait toute une collection qui aurait permis de construire un musée et de mettre tous ces avions en exposition. Tout ça, ça a été rationalisé. Et aujourd'hui, c'est une monoflotte Embraer. Et c'est une flotte qui regrossit. Et c'est très chouette pour la compagnie et pour tout le monde. Mais ça veut dire, c'est quand même le témoignage d'une difficulté économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire voler des avions régionaux, ça n'est pas rentable. Ou difficilement rentable. Et parce que c'est difficilement rentable, il y a de moins en moins d'avions régionaux, en tout cas en France et en Europe. C'est la même chose en Allemagne, c'est la même chose en Italie. Et la France, c'est quand même un pays qui géographiquement est grand. D'aller de Lille à Marseille ou à la Corse, c'est loin. Même en avion à réaction, c'est 2h15. Donc, malgré une géographie qui nécessite l'utilisation d'avions, on a aujourd'hui un marché régional qui disparaît progressivement sous la compétition avec le routier, bien sûr, le ferroviaire aussi, bien évidemment. Et puis, parce qu'il y a un marché qui a évolué dans le sens où le référentiel de prix de billet, et c'est tout à fait logique, le consommateur attend un prix bas. Le référentiel a baissé. Et donc, il est difficile aujourd'hui de payer le vrai prix du billet d'un avion régional parce que c'est un prix qui est plus cher aujourd'hui qu'un avion type 737-800 que vous arrivez à densifier, que vous utilisez, comme on l'évoquait tout à l'heure, à raison de 3000 heures par an. Et donc, le prix au siège est très faible. Alors que sur un avion régional, y compris un ATR qui consomme peu de carburant, le prix de revient au siège est élevé. Alors on garde toujours en tête que le carburant c'est ce qu'il y a de plus cher, mais aujourd'hui non. Les taxes de survol aujourd'hui, les redevances de vol sont plus élevées que le carburant. Alors que tout le monde s'imagine que le carburant c'est un tiers du prix du billet, mais non. Aujourd'hui sur un vol régional c'est 10 à 15%. Les redevances de vol c'est 10 à 15% aussi. Donc voilà, on est sur une situation économique qui fait que le petit avion a presque disparu de nos cieux. Voilà. Alors pour reprendre la question de Rachel Sitt, est-ce que les compagnies françaises qui restent se font de la concurrence entre elles ? Oui, elles se font de la concurrence parce qu'il y a des appels d'offres sur les lignes subventionnées et on est en compétition. Et on les gagne, on les perd. Quelquefois on les gagne, quelquefois on les perd. Alors moi j'évoquais beaucoup le domestique français, hexagonal, mais il y a des compagnies outre-mer qui font aussi, vous êtes en Nouvelle-Calédonie, vous avez des ATR qui font l'interrail, vous êtes aux Antilles, et vous avez également des compagnies qui font l'interrail. Ça correspond à d'autres marchés de niche. Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a aussi une compagnie avec un ATR et je crois un Cessna 406. Et ça aussi c'est du régional, mais il est un peu plus spécialisé. Voilà. Alors, en corollaire, il y a la question d'Aerofly 14. Finalement, quelle part du marché français reste-t-il aux opérateurs français ? La part de marché, c'est très triste, mais elle va en se réduisant chaque année. On perd 1 à 2 points de part de marché. Et aujourd'hui, le marché, c'est 42% compagnies françaises et la différence, c'est les compagnies étrangères. Mais là donc on parle toute compagnie, on mélange Air France, tout ça, donc Air France qui se fait tailler des croupières par notamment les compagnies du Golfe par exemple, mais donc sur le régional, aujourd'hui on s'aperçoit quand même que les compagnies low cost ont toutes des bases. Certaines comme Volotea, ont jusqu'à 9 bases, je crois, en France. Oui. Donc, ces compagnies, aujourd'hui, elles sont vraiment installées et elles font du domestique, elles aussi.
Bien sûr. Et elles sont très très actives sur le réseau domestique français. Oui, elles sont très actives, et elles ont beaucoup d'ambition, et dans certains cas, elles réussissent. Oui, c'est clair. Aujourd'hui, ça a fait le buzz il n'y a pas très longtemps, mais la compagnie qui offre le plus de destinations à l'intérieur de la France n'est plus française. Voilà, on pensait à Air France, mais Air France n'est plus le leader en nombre de destinations. En nombre de passagers, elle reste le leader, mais c'est un leader qui souffre, oui, sur des vols en particulier régionaux. C'est un leader qui perd des parts de marché tous les jours. Donc le premier réseau intérieur français en matière de lignes aériennes, c'est plus Air France. Non, c'est une compagnie espagnole. Et en l'occurrence, c'est Volotea. Volotea, c'est ça. Et alors, tu avais une ligne, tu desservais la ligne La Rochelle-Lyon. Oui. C'est ça. Vous l'avez arrêtée? Oui. Alors c'est une ligne historique qui correspondait à un marché à une époque, à savoir l'avion était basé à La Rochelle, il décollait de La Rochelle le matin, le premier vol, pour se poser à Poitiers, où il embarquait des passagers pour finir à Lyon. Vol d'à peu près 1 heure entre Poitiers et Lyon et à peu près 20 minutes entre La Rochelle et Poitiers. Donc les coûts de cette ligne étaient partagés entre ces deux destinations, sachant qu'à Poitiers, il y avait une clientèle majoritairement business, et à La Rochelle, il y avait un mix un peu plus avec une connotation plus touristique, loisir, et moins business. Mais l'équilibre était à peu près un passager au départ de La Rochelle pour un passager au départ de Poitiers. La crise Covid est passée par là. Le marché au départ de Poitiers s'est effondré. On était, nous, quand on a fermé la ligne en 22, on était à moins de la moitié du nombre de passagers en considérant l'année 2019, alors qu'à La Rochelle, il y avait une dynamique sur le passager loisir. C'est ce qu'on évoquait en début d'émission. Le passager loisir, il est au rendez-vous aujourd'hui s'il a les bons tarifs. Ça n'est plus le cas du passager business. Les billets émis aux entreprises, c'est clairement quelque chose qui souffre aujourd'hui. Alors aujourd'hui, donc sur cette ligne, c'est EasyJet qui l'a reprise. Et, oui. Et alors, donc on n'est pas on n'est plus du tout sur le même schéma. Voilà. C'est-à-dire que le schéma d'origine, le cahier des charges. Alors là, on voit nos avions à Limoges. Je crois que ça passe en direct. On a toute une brochette d'ATR, voilà, avec l'un de nos hangars de maintenance qui est à Limoges. Alors, le schéma aujourd'hui de la liaison La Rochelle, d'abord, l'avion ne fait plus escale à Poitiers, donc Poitiers a été oublié, alors que Poitiers faisait partie intégrante du schéma. Et le vol, c'est 2 vols par semaine, 3 vols l'hiver. Alors, curieusement, l'hiver, alors que c'est là où il y a le moins de passagers, mais bon, je pense qu'il y a plus de subventions, donc il y a moins de... Voilà, il y a un 3e vol, mais il n'y a pas de passagers. Enfin, en tout cas, moins. Et 2 vols, donc, qui correspondent au vol de week-end, le vendredi en particulier, et je crois le dimanche matin, ou le dimanche soir. Donc là tu mets le doigt sur une autre spécificité des lignes, c'est-à-dire que quand on est passager, on a l'impression qu'on peut prendre l'avion quand on veut tous les jours. En fait, quand vous lancez une nouvelle ligne, au départ, elle est rarement quotidienne. Alors, historiquement, quand je dis historiquement, je parle comme un vieux, mais il y a un public jeune, je sais. Et, disons, il y a une dizaine d'années, dans le domestique, dans le régional, on disait il faut le prime time du matin. C'est un peu comme à la télé, quoi. On ne peut pas rater le journal de 20h. Ou alors, on n'est pas une chaîne généraliste. Bon, là, c'était un peu ça. Il fallait partir le matin aux alentours de 6h30, revenir le soir à 21h30, et ça du lundi au vendredi. Ce qu'on observait aussi, c'est que les gens volaient peu le mercredi. Il y avait eu la politique de RTT, etc. Et les gens gardaient leurs enfants le mercredi, étaient un petit peu à la maison, etc. etc. Bon. Aujourd'hui, on observe que les gens voyagent le soir, beaucoup plus que le matin. Les vols à 6h15 ou 6h05 n'ont pas beaucoup de succès. On a du mal à les remplir. Alors que les vols de demi-journée se remplissent, alors que c'était les vols maudits autrefois, aujourd'hui non. Et que les vols du soir, eux, continuent de se remplir, j'allais dire mieux qu'avant, mais ils étaient déjà en général bien soutenus historiquement. Ça correspond à des modifications d'habitude. Pourquoi ? Parce que ça n'est plus du tout honteux aujourd'hui d'être en télétravail de 8h30 le matin à 11h,
de prendre le bus ou l'automobile ou le vélo pour aller à l'aéroport, prendre un avion à midi, arriver à 13h30 à destination, enchaîner par une après-midi de travail dans une usine, rester le soir et rentrer le lendemain soir. Et donc, il n'y a plus cette pudeur ou cette... comment dirais-je, suspicion de prendre le vol de demi-journée pour les gens qui voyagent pour des raisons professionnelles. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Et nous-mêmes, on offre maintenant des vols de demi-journée. Et quelquefois, par exemple, le vendredi matin, on n'offre plus le départ le matin à 6h. Parce que le vendredi matin, personne ne prend l'avion à 6h. C'est fini. Ou alors, il faut partir à San Francisco. Mais sur une destination franco-française, non. Par contre, on a souvent 2 vols de demi-journée, enfin un vol de, mettons, à midi ou à 13h, qui est suivi par un vol à 16h. Et là, on remplit mieux. Le mercredi est un jour comme les autres aujourd'hui. Alors que ce n'était pas le cas il y a 10 ans. On voit que les habitudes changent. C'est peut-être sociétal, c'est l'organisation du travail aussi. C'est une attente de confort. Il y a peut-être un effet psychologique post-Covid aussi qui s'estompe progressivement. Enfin, c'est multifactoriel, mais les habitudes changent. Voilà, et il faut s'adapter. Alors, précisément, ces habitudes qui changent, comment vous les percevez? C'est-à-dire que est-ce que vous avez des études, vous appuyez sur des études, ou c'est au contraire, de façon très empirique, en fonction du remplissage des avions, vous ajustez Alors, si j'étais dans une très grande compagnie avec un grand service marketing, je dirais qu'on a des tas d'études, qu'on fait travailler l'intelligence artificielle, c'est un truc d'avenir, ça va tout remplacer, ça va faire le café demain. Non, la vérité, c'est que oui, bien sûr, on voit les statistiques et on regarde l'évolution des remplissages et on se dit, tiens, ce vol, il est boudé, pourquoi il est boudé? Et après, on peut faire une enquête de terrain. On a la remontée de nos navigants, parce que dans nos avions, on a beaucoup d'intelligence artificielle dans les cockpits, mais heureusement, on a de l'intelligence humaine. Et par exemple, on a des stewards ou des hôtesses qui recueillent le témoignage des passagers, qui disent « Oh là, c'est un peu chaud ce matin, c'est trop tôt ». Et voilà. Donc on a des remontées de terrain, on a aussi des enquêtes en salle d'embarquement. Et tout ça fait qu'on essaie de s'adapter à ces horaires, enfin aux horaires qui sont attendus par la clientèle. Et on avait Radar le 13 qui réagit à toutes les difficultés que tu as énumérées pour l'aviation régionale, pour les compagnies régionales qui sont passées, donc tu le disais, d'une cinquantaine il y a 15 ans, c'est ça? Il y a 15 ans, oui. Il y a 15 ans à, on les compte sur les doigts de la main aujourd'hui, les compagnies régionales françaises. Et donc Radar le 13 qui demande, est-ce que c'est si grave de perdre ce secteur? C'est l'économie, hein, c'est tout. Alors oui, c'est grave, enfin c'est grave. C'est grave pour la France dans le sens où un territoire où il n'y a plus de ligne régulière, c'est souvent un territoire qui est déclassé économiquement. On ne se rend pas compte, mais autrefois, les routes, c'était les routes de la soie, hein, on a Marco Polo en tête, c'était les routes du commerce. Et les richesses passaient par ces routes qui irriguaient le monde entier, puisque à l'époque romaine, on allait déjà jusqu'en Chine et on en revenait. Aujourd'hui, les routes sont les routes, bien sûr, ferroviaires, autoroutières, mais aussi aériennes. Et si un territoire n'est plus accessible en avion, c'est qu'en général, il n'intéresse plus le monde économique, c'est-à-dire que l'emploi industriel en particulier est déserté. Et il faut garder en tête qu'on est dans un monde ouvert. Alors, je sais qu'en France, on est fiers de notre pays à juste titre. On est le pays des Lumières, même si quelquefois la lumière est un peu éteinte, mais on est un pays qui, imaginons, est universel. Or, on est dans un monde où les investisseurs étrangers sont majoritaires. Et lorsqu'ils s'intéressent à la construction d'une usine en France, ou à l'installation d'un bureau d'études, ou d'un bureau, peu importe, un bureau de service, ils regardent s'il y a un aéroport à proximité. En général, une multinationale, s'il n'y a pas un aéroport à moins de 30 minutes de l'usine, ils ne regardent pas l'investissement. Alors, pour moi qui l'invente, hein, je l'ai lu, j'ai rencontré par exemple le patron d'un grand groupe, le groupe Philips, qui me disait, c'était un Hollandais, il nous disait, mais nous, s'il n'y a pas un aéroport à 30 minutes, on ne regarde même pas. On peut nous offrir les impôts gratuits pendant 500 ans, on n'y va pas. Voilà, no way. Bon. Ensuite, s'il y a une ligne régulière qui rejoint un hub, ça peut être un hub régional comme à Lyon ou à Paris, ou un hub international. Ça peut être aussi une liaison au départ de la France vers le hub de Munich. Hein. Aujourd'hui, il faut avoir une vision un peu large. C'est un plus. Donc il est important d'avoir
un peu d'avions régionaux, en tout cas une connexion avec un hub ou avec une grande capitale qui permet de repartir ailleurs et d'y rester. Voilà. Et s'il n'y a pas de terrain d'aviation, parce que souvent on avait une grande compagnie, ensuite on n'a plus de grande compagnie, on a une petite, après il n'y a plus de petite compagnie, après on garde le terrain d'aviation générale, et puis un jour on se dit mais ça sert à quoi de nourrir les 15 Gaulois qui sont sur le terrain ? Et on ferme le terrain pour mettre une ferme solaire. Il faut faire des fermes solaires, je ne discute pas l'intérêt. Il faut aussi garder les activités sur les petits terrains parce que ce sont des activités non délocalisables et elles irriguent le territoire économiquement. Et souvent, lorsqu'on a un terrain d'aviation, on garde quand même une perspective économique de redéveloppement si ce terrain est au moins accessible aux avions d'affaires. C'est la logique dans un grand pays comme les États-Unis où vous prenez une ville comme Lyon, aux États-Unis, de la même taille, vous avez 7 à 9 terrains d'aviation autour de cette ville, dont 2 terrains internationaux, dont 4 terrains d'aviation d'affaires et 3 ou 4 terrains d'aviation générale. Voilà, c'est ça la réalité d'une ville comme Lyon. Dans n'importe quelle ville de même taille, vous regarderiez sur le territoire américain. Et tous ces aéroports sont financés par les territoires, les collectivités, les counties, etc. Une réponse complète... Pardon. Je t'en prie. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas dissocier l'attractivité économique, l'emploi, donc les familles installées et donc la richesse d'un territoire s'il n'y a pas de moyens de communication. L'avion y contribue, c'est pas le seul, attention, il y contribue largement. Voilà. Donc, réponse complète à la question de Radar le 13. Merci beaucoup. On rappelle, alors on est souvent, moi le premier dans notre jargon aéro, on rappelle un hub, c'est une plateforme de correspondance. Et l'aviation générale, c'est l'aviation légère, l'aviation de plaisance, comme le disait le regretté Bernard Chabert. Radar 13 a un complément. Je ne comprends pas alors que, premièrement, les taxes mettent à mal ce secteur qui est si important pour les territoires. Et deuxièmement, comment les concurrents étrangers peuvent être rentables et pas les compagnies françaises. Les deux questions sont extrêmement pertinentes. Le transport aérien, c'est un transport qui... là, je vais mettre ma casquette d'ancien président du syndicat, interlocuteur principal des pouvoirs publics et donc des ministres. Bon. Le secteur aérien, il est encore vu par les gouvernements, y compris des gouvernements un peu modernes, un peu éclairés, comme étant un secteur de luxe que l'on peut taxer indéfiniment. Voilà. Alors, il y a eu une taxe sur les billets d'avion qu'on appelait la taxe Chirac ou taxe de solidarité pour payer les médicaments à l'autre bout du monde, ce qui est tout à fait noble. Il n'y a aucun débat là-dessus. On a inventé une taxe sur les billets d'avion. Pourquoi pas sur les billets de train? Pourquoi pas sur la vente des carambars? Non, c'est sur les billets d'avion. Bon, ok, très bien. Alors, au début, on dit, mais c'est pas beaucoup la taxe, c'est 2 €, 3 € par billet. Aujourd'hui, sur certains billets, c'est 180 €. Bon. Et sur un vol d'aviation régionale, c'est quel ordre de grandeur? C'est 1 à 2 €. Ça dépend de la longueur du vol et du prix du billet. Bon. Alors, la taxation, c'est une spécialité française. On est tellement fort qu'on devrait exporter notre savoir-faire, parce que franchement, c'est une réussite. On est quand même dans tous les pays développés, le pays où il y a le plus d'impôts, que ce soit sur les particuliers, sur les entreprises. De tous les pays développés, c'est le pays où il y a le plus d'impôts et le plus de cotisations sociales. Et on est quand même le pays où on se plaint le plus. Bon, alors, ça c'est un autre débat, c'est sociétal, mais... Bon, donc on invente des taxes, et le transport aérien, jusqu'à présent, c'est le transport qui est favori, voilà, pour inventer de la taxation nouvelle. Alors je me souviens, il y a quelques années, avec une femme qui était ministre des Transports et qui est devenue Premier ministre, Madame Borne, je la rencontre alors qu'elle vient d'être nommée ministre des Transports au Salon du Bourget, et je lui dis, écoutez, avec vos prédécesseurs, on a réfléchi à créer les assises du transport aérien. Alors c'est quoi les assises? On va mettre les acteurs de la filière ensemble, avec les pouvoirs publics, et on va réfléchir comment simplifier le fonctionnement de l'aviation civile, le fonctionnement des compagnies. On va réfléchir comment alléger certains impôts, comment faire notre transition écologique. Ok, très bien, banco, on le fait. Donc c'était bien et c'était courageux de sa part.
On fait des assises, on se réunit, plusieurs milliers d'heures de réunions, des centaines de personnes. La presse était conviée. Gilles, toi, tu as fait partie, tu as été témoin de tout ça. Les débats étaient d'un niveau extrêmement élevé. Les suggestions, les propositions extrêmement élevées. Et je me souviens d'un coup de fil où la veille, on m'appelle en me disant « Écoutez, demain matin, Madame la ministre va vous téléphoner ». À 8h du matin, elle téléphone sur mon portable et elle me dit, voilà, les assises, on a fait plein de choses, mais vous comprenez, on est dans une impasse budgétaire, alors j'ai décidé qu'on allait faire ça, ça, ça. Et je lui dis, mais ça représente 200 millions de taxation de plus. Elle me dit, oui, c'est comme ça, et de toute façon, je pars au Conseil des ministres et ce sera voté ce matin. Ce sera adopté au Conseil des ministres. Donc on avait prévu des assises pour simplifier, c'est-à-dire zéro budget, zéro dépense pour l'État, réduire certaines taxations qui étaient inutiles, trouver des aménagements qui étaient efficaces pour maintenir l'emploi en France. Résultat des courses, 5 mois après, on sort avec 200 millions d'impôts de plus. Je ne vais pas être le témoin d'une désespérance, mais sincèrement, quand on n'a pas d'intelligence et pas de solution, on invente des impôts supplémentaires. Voilà. Alors, face à toutes les difficultés que tu as énumérées, est-ce qu'on peut espérer que dans 5 ans, Chalère sera encore là et qu'on pourra te réinviter. Pour être là, il faudra que je continue à me réinventer. Enfin, quand je dis je, c'est mon équipe, parce que moi, je ne suis qu'un élément de l'équipe. Il faut que collectivement, on continue de se réinventer, de s'adapter. Oui, ça c'est très clair. Est-ce qu'il y a un avenir dans le transport régional ? Oui, à condition de ne pas se tromper sur les choix de lignes, les choix de modules d'avion. Et on est un peu à un carrefour aujourd'hui sur les avions. Est-ce qu'il faut passer à l'hydrogène ? Oui, non. Est-ce qu'il faut passer au jet ? Oui, non. Est-ce qu'il faut aller vers un emport moyen de 70 à 100 sièges plutôt que de 50 à 70 sièges ? Tout ça, c'est des questions que je me pose tous les matins. Enfin, tous les matins, toutes les semaines en tout cas. Et il n'y a pas de réponse archi claire. Voilà. Mais il faut se réinventer en permanence. Écouter le marché, essayer d'écouter ses clients, s'adapter, écouter les territoires, parce qu'il y a quand même une vraie connaissance des besoins dans les territoires. Je suis un peu critique vis-à-vis des hommes et des femmes politiques, mais c'est quand même surtout dans les territoires, eux qui reçoivent en premier les informations, les tendances, etc. Donc tout ça, ça fait partie des choses qu'on doit capter. Alors il y avait dans la question de Radar 13, il y avait un deuxième point, c'est pourquoi les compagnies étrangères sont-elles si efficaces ? Et elles, pourquoi ? Alors, elles sont si efficaces, d'abord parce qu'elles n'appliquent pas le code de l'aviation civile, elles appliquent les règlements européens, et oui, elles sont plus efficaces que les compagnies françaises sur la façon d'employer leurs avions, le nombre d'heures qu'elles réalisent avec leurs avions. On en parlait en début d'émission. En général, une compagnie low-cost étrangère fait tourner ses avions davantage qu'une compagnie française. Ensuite, elle a souvent, pour le même programme de vol, besoin de moins de personnel. Parce qu'elle applique strictement les règles européennes qui permettent de voler un petit peu plus que les règles européennes, plus les règles françaises. Voler un peu plus pour un pilote, c'est ça ? Pour un pilote ou un navigant, c'est valable pour le personnel commercial de la même façon. Et donc, effectivement, il y a une productivité du travail, une productivité de l'avion, qui en général est un peu supérieur. Voilà. Et ce petit peu supérieur, ça se transforme en un résultat qui est souvent positif et qui permet de le faire. Maintenant, il y a aussi des compagnies low-cost étrangères qui sont prédatrices, soit prédatrices de l'impôt et des subventions, et qui réussissent très bien grâce à ça. Une compagnie irlandaise qui gagne 15 à 20% de son revenu sous forme de subventions, alors qu'une partie de ces subventions sont illégales. C'est pas nouveau. Illégal. Oui, illégal. Oui. Et régulièrement, il y a des rapports de la Cour des comptes, il y a des condamnations, etc., etc. Il y a aussi d'autres compagnies low-cost étrangères qui bénéficient de l'aide de leur gouvernement sans aucune limitation et qui continuent à vivre et à développer alors qu'elles ont des fonds propres extrêmement négatifs. Et donc, il y a tout un ensemble de situations. Maintenant, ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même, et ça, il faut être honnête, il y a une meilleure réactivité, il y a une agilité, comme on dit un peu dans le monde du business, souvent plus grande dans les compagnies étrangères que les compagnies françaises traditionnelles. Voilà. Et ça, quelquefois, ça fait la différence. Ça ne suffit pas, il ne faut pas être trop abrupt dans son raisonnement, mais ça fait souvent la différence.
Donc je retiens dans la première partie de ta réponse que nous avons toutes les chances de voir Chalère trouver moyen de continuer à exister, peut-être sous des formes qui évoluent. Est-ce qu'une de ces formes, ça peut être de changer l'équilibre entre le vol régulier et le vol à la demande? Est-ce que les vols à la demande ont un avenir chez Chalère? Enfin, quel avenir? Il y a plusieurs questions, effectivement. Oui, mais c'est des bonnes questions. Ça veut dire que, oui, ce sont des questions très pertinentes. Faire un peu plus de vol à la demande, oui. Maintenant, on dépend d'un marché. Ce marché, il est, en fait, quand on rentre dans le détail, il y a plusieurs marchés dans ce marché du vol à la demande. J'ai évoqué les équipes sportives. Bon, ça, c'est un marché traditionnel, il est connu. Mais il y a aussi tout ce qui est événementiel. Par exemple, lorsque un fabricant de motocyclettes lance un nouveau modèle, souvent ils sont lancés l'hiver, janvier-février. On n'essaye pas les motos nouvelles, surtout les roadsters, en Finlande au mois de février. En général, on essaie ces motos à Séville, à Malaga, en Andalousie, etc., plutôt au sud de l'Europe ou au Portugal. Et donc, typiquement, l'événementiel consiste à emmener les journalistes, les essayeurs, voir les concessionnaires et les emmener là où on va essayer les motos. Ce marché de l'événementiel, eh bien, il est en train de renaître. Il renaît en ce moment. C'était clairement pas le cas en 22, difficilement en 23. Là, aujourd'hui, il commence de nouveau à renaître parce qu'il y a de nouveau des entreprises qui ont besoin de faire de la promotion, de présenter de nouveaux produits. Je parlais des motos, mais c'est également valable pour les voitures, c'est valable pour d'autres produits, et d'organiser dans des pays qui ne sont pas forcément le pays résident ce genre d'événements. Aujourd'hui, l'équilibre de la compagnie, il repose sur quel marché entre donc le vol à la demande, Aujourd'hui, chez nous, c'est 90% la ligne régulière. 90%? Ah oui, clairement. Oui. D'accord. Et donc 10% de... Vol à la demande, mais c'est vraiment complément. C'est un complément qu'on travaille. On a aujourd'hui un avion, un ATR quasiment dédié à plein temps là-dessus, mais c'est un complément. Limoges aurait besoin d'être mieux desservi. Il y a de la pub à faire et des remplissages à 20-30 passagers ne seraient pas utopiques. Apparemment, si j'ai bien compris, c'est que ce ne devrait pas être trop difficile d'aller trouver 20 à 30 passagers par vol. Là aussi, c'est une question pertinente. À Limoges, on a nous une expérience qui est celle d'avoir fait une ligne entre Limoges et Orly et d'avoir fait une ligne, en même temps, une ligne entre Limoges et Lyon. La ligne entre Limoges et Orly a été une catastrophe en période Covid et en période post-Covid. À tel point que lorsqu'il y a eu, là on est dans le cadre d'une ligne subventionnée, lorsqu'il y a eu appel d'offres, j'ai moi-même interpellé les politiques en leur disant « mais pourquoi vous le faites? Ça n'a aucun sens ». Voilà, ça n'a aucun sens. Et on était tombé, c'est ce que Percival doit évoquer, à 6-7 passagers par vol. Et à 6-7 passagers par vol, aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Sur un ATR. Alors au début, c'était un ATR 42, après on était passé sur un avion plus petit, de taille Beechcraft. Bon. Aujourd'hui, sur des vols vers Lyon, on est à beaucoup plus que ça, heureusement. On est aux alentours de 20-22 passagers en moyenne, avec des pics à 30-40, heureusement. Sur certains vols au départ de Castres, par exemple, ou de Aurillac, le lundi soir, le jeudi soir, le vendredi soir, on est plein. Quand on met un 70 sièges, on est plein à 70 sièges. Donc on voit que la demande, elle est variable selon le territoire, selon le moment. Sachant que pour ce qui est des vols vers Orly, il y a une révolution qui se prépare à Orly, c'est celle de l'arrivée du métro, qui va sans aucun doute induire du trafic, parce que ça va être tellement facile et peu coûteux d'accéder à la capitale qu'il va y avoir naturellement une induction de trafic à Orly. Mais Orly, rappelle-moi, il est toujours plafonné à 250 000 mouvements par an, c'est ça, non? Oui, toujours, oui, bien sûr. Et là, il va peut-être falloir faire sauter le plafond. Je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour. En tout cas, ça ne dépend pas de moi. Non, mais même à mouvement égal, comme l'emport moyen des avions augmente. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est plutôt sur des avions de 150-160 sièges offerts en moyenne et avec des remplissages de 89-92%. En fait, on observe qu'avec autant de mouvements, enfin un nombre de mouvements égal, on arrive à transporter plus de passagers aujourd'hui sur la même plateforme. Et c'est le cas en particulier d'Orly, où depuis presque une bonne douzaine d'années, l'emport moyen chaque année augmente, c'est-à-dire qu'avec un nombre de mouvements
égal, voire même qui se réduit. Aujourd'hui, on est à moins de 200 000 mouvements. On arrive à transporter plus de passagers. Alors, on rappelle, un mouvement, c'est un atterrissage ou un décollage. Ou un décollage, absolument. Est-ce qu'on peut parler emploi chez Chalère? C'est mieux de parler emploi. Oui, bien sûr. Combien êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 135 personnes. Mmh. On est descendu pendant la période crise aux alentours de 90, 95. Et on a pu recréer de l'emploi et on va recréer d'ici la fin de l'année une bonne quinzaine d'emplois de personnel navigant. Alors, ça fait 15 ans plus sur l'année. Ça fera 15, ça fera 105, en gros 150 à la fin de l'année, peut-être même au-delà. Ça dépend quel moment on cale l'arrivée de nos avions. D'accord. Et donc donc les nouveaux emplois, ce sont des navigants. Des navigants pour l'essentiel, navigants commerciaux, navigants techniques, donc les pilotes, les stewards, les hôtesses. Et puis souvent le corollaire, c'est le personnel au sol, en particulier les mécaniciens, qui sont indispensables, non seulement, mais qui sont la clé de la réussite d'une compagnie. Voilà, on parle souvent des pilotes. Évidemment, les pilotes, ils ont un rôle de sécurité qui est très important. Les mécaniciens ont aussi un rôle de sécurité qui est au moins aussi fondamental que les pilotes, mais ils ne font pas que de la sécurité. Hein. Ils font en sorte que l'avion puisse partir. Alors, qu'est-ce qu'ils font, par exemple? Jusqu'où allez-vous en termes de maintenance? Un avion... légère, lourde? Alors, un avion, ça nécessite souvent beaucoup de maintenance. C'est d'abord des visites. C'est-à-dire que n'importe quel avion, il doit être visité avant chaque vol, ou chaque jour, ou chaque semaine. On a par exemple des VJ sur les ATR, qui sont en gros une visite journalière. Puis après, il y a des visites qui sont faites en fonction des potentiels des avions, de l'usure des avions, qui se mesurent en cycle, c'est-à-dire en nombre de démarrages et d'arrêts moteurs, en nombre d'heures de vol, en nombre d'années. Donc il y a déjà 3 types de butées. Et puis après, il y a le dépannage, parce que les avions, même les plus modernes, tombent en panne régulièrement. La plupart du temps, ce sont des fausses pannes, ce sont des erreurs d'indication. Mais il faut aller voir. C'est-à-dire que le système dans le poste de pilotage vous indique une erreur. Vous indique une panne, une lumière rouge souvent, mais ça c'est no go dans ce cas-là. Et il faut aller voir si effectivement il y a une vraie panne, si l'équipement, par exemple une pompe, elle est défaillante ou elle n'est pas défaillante et que c'est l'information qui est défaillante. Il faut lever les doutes et c'est un travail permanent. Alors sur des avions comme les ATR, c'est un soin quotidien. C'est un avion qui est certes moderne, mais qui a quand même une conception qui est un peu ancienne maintenant, et qu'il faut sonder, scruter, analyser. Et ça, c'est d'abord le mécanicien qui s'en occupe. Alors, est-ce que ça veut dire qu'au fur et à mesure de l'arrivée des avions et des personnels navigants, Chalère va aussi embaucher des mécaniciens? Oui, bien sûr, clairement, oui. Dans des beaux pays comme Aurillac, c'est pas facile forcément, ça dépend. Voilà, on peut avoir des opportunités de recrutement, mais il y a aussi de l'attractivité qui est difficile. Si vous recrutez par exemple à Bordeaux, c'est beaucoup plus facile, ou à Paris, ou encore à Toulouse, que dans des villes de province qui sont moins, on va dire, moins cotées, moins appréciées. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est dans une forme de relative, comment dirais-je, on a une pénurie relative aujourd'hui. Clairement. De mécaniciens. De mécaniciens, de pilotes aussi. De pilotes aussi. Alors, c'est des choses qui varient beaucoup. Les mécaniciens, c'est structurel. Aujourd'hui, on ne forme pas assez de mécaniciens. Il y a une forme peut-être de défiance par rapport à un métier qui est exigeant, parce que être mécanicien avion, aujourd'hui, c'est travailler souvent le matin tôt, le soir, travailler en extérieur, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Quand on est au plus près de l'avion, c'est à la fois extrêmement valorisant parce qu'on touche quelque chose, une création humaine qui est exceptionnelle. L'avion, quand on l'imagine, quand on le fait, quand on le conçoit, etc., c'est le concentré du meilleur de l'intelligence, du meilleur de la technologie disponible au moment où on le conçoit. Et donc d'être en contact avec un avion, quelque part, c'est toucher, je ne vais pas dire la grâce, mais c'est quand même toucher quelque chose qui est exceptionnel. Même un vieil avion, c'est exceptionnel. Donc c'est quelque chose de valorisant, c'est un métier qui est valorisant, mais en même temps, on vous demande de parler l'anglais, on vous demande un niveau bac ou supérieur, et c'est pas toujours facile d'accéder à ces métiers-là, voilà, et c'est pas toujours attractif non plus. Par avion, on compte combien de navigants, combien de mécaniciens? Est-ce qu'il y a un ratio? Alors c'est très variable, souvent on a 2 à 3 équipages par avion sur un avion régional.
Pas plus. Non, pas forcément plus. Non, en moyenne, c'est 2 à 3, parce que l'avion fait que 6 étapes par jour. Des fois, il en fait que 4. Donc il y a un équipage le matin, un équipage le soir, et souvent un équipage relais pour les fins de semaine ou les congés, puisqu'il y a des règles un peu compliquées sur les pilotes. Il faut qu'ils prennent 3 jours consécutifs toutes les 2 semaines, etc. Bon. Donc, et pour les navigants commerciaux, les stewards, les hôtesses, c'est pareil. C'est les mêmes règles qui s'appliquent en gros. Donc oui, c'est 2 à 3 équipages. Sur un avion long courrier, c'est 5, 6. Là, on est sur des ratios qui sont très différents. Ouais. Là, 2-3 équipages, un équipage, c'est 3 personnes. C'est 2 pilotes et c'est un de navigant 3 commercial. à 4 personnes sur un ATR 72, puisque vous avez un navigant commercial pour 50 passagers. D'accord. Donc 70 sièges. Comme vous ne savez pas le couper en 2, donc vous en avez 2. Voilà. Très bien. Et Alors, donc vous avez un chef de cabine et un deuxième. Voilà. Alors ma question, relayer une question du chat posée il y a déjà un bon moment que j'avais promis, j'ai enfin tenu ma promesse de relayer la question. Je remercie le ou la viewer de sa patience. Et j'ai oublié de qui il s'agissait. En tout cas, merci, L'important, pour la c'est que tu question. pas oublié la question. Merci pour la question. Gilles, oui, pendant très très longtemps, le Beech et 1900 et puis l'ATR, c'était l'avion, la première marche en quelque sorte vers le métier de pilote de ligne. Pour beaucoup de jeunes, c'était la porte d'entrée. Mais c'était, on n'y restait pas. Il fallait vite aller sur un jet. Aujourd'hui, avec la multiplication des low cost, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes élèves à leur sortie des écoles professionnelles avec les 230-260 heures de vol réglementaires. Ils embrayent tout de suite sur une qualification de type à 320. Est-ce que ça, ou 737, est-ce que toi tu le notes ça? Est-ce que tu le... Oui, c'est évident. On est sur un métier qui... Enfin, si on reprend là aussi quelques années en arrière une image et aujourd'hui, on avait beaucoup de pilotes militaires qui, après une carrière dans la chasse ou dans le transport, accédaient au transport commercial. Et donc on avait des hommes ou des femmes qui avaient déjà 35 ans, 40 ans pour certains ou certaines, et qui avaient déjà un gros bagage aéronautique avant d'accéder comme copilote à bord d'une Caravelle ou d'un 737 ou de ce type d'avion. Bon. Et puis vous aviez des pilotes civils formés dans des écoles, ENAC ou autres, qui avaient souvent fait un peu d'aviation régionale, éventuellement un peu de travail agricole d'abord, un peu d'aviation générale en tant qu'instructeur, aviation régionale, et qui passaient ensuite sur un jet un peu significatif. Bon. Aujourd'hui, on peut le regretter, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui rentrent directement sur des avions gros sans avoir forcément une vraie connaissance, ils ont une vraie connaissance, ils savent faire leur métier, il n'y a aucun doute, mais ils n'ont pas forcément une culture ou un bagage étendu. Voilà. Et pour certains, ils ne connaîtront que ce type d'aviation jusqu'à la fin de leur jour, enfin en tant que navigant. Bon, on peut le regretter, c'est comme ça. C'est pas le cas aux États-Unis. Aujourd'hui, encore aux États-Unis, parce que vous avez une base de pilotes qui est beaucoup plus large. Vous démarrez d'abord comme élève, ensuite vous êtes souvent instructeur dans l'école qui vous a formé. Vous n'avez pas le droit de devenir pilote de ligne tant que vous n'avez pas 1500 heures de vol aux États-Unis. Donc c'est quand même très fort. Et donc une fois que vous avez 1500 heures, vous accédez à un premier cockpit d'avion de ligne, que ce soit un avion de 30 sièges, 40 sièges, 50 sièges, ou dans un avion d'affaires à réaction. Et là, vous continuez à faire votre métier jusqu'à arriver sur une compagnie Legacy, où vous rentrez sur un avion de plus de 100 sièges, significatif en termes de nombre de passagers, et éventuellement ensuite sur long courrier. Donc vous avez un apprentissage qui est très différent, qui est beaucoup plus fondé sur l'expérience, mais parce que la structure même de la demande de pilote et du marché, ce qui est permis, est possible. En Europe, aujourd'hui, c'est difficile pour une jeune femme ou un jeune homme de dire je vais faire de l'agricole. On ne peut plus faire d'agricole, c'est interdit. Je vais faire du régional, où oui, il y a des débouchés, mais ils ne sont pas extensibles non plus à souhait. Donc oui, souvent, on rentre directement sur un cockpit d'avion à réaction et on peut peut-être regretter de passer à côté de quelque chose, mais bon, c'est comme ça.
Quand on dit l'agricole, c'est interdit, c'est-à-dire que l'épandage agricole par avion, ça a longtemps été une pratique pour épandre des pesticides au-dessus des champs. C'est ça. Et c'est aujourd'hui interdit depuis... Aujourd'hui, que ce soit en avion ou en hélicoptère, c'est interdit depuis un moment. Tracter des banderoles, c'est interdit, soi-disant pour préserver l'environnement. C'est vrai qu'il y avait 3 avions ou 4 avions en France qui tractaient des banderoles, donc c'était un énorme impact environnemental, il fallait agir de façon urgente là-dessus, c'était très important pour l'avenir de la planète. Bon, voilà. Donc maintenant on voit des publicités avec des dessins animés où on voit des avions qui tractent des banderoles publicitaires dans les dessins animés, mais plus dans la vie. Est-ce qu'on peut parler avion, est-ce qu'on peut parler matériel et en particulier Douglas DC-3. Alors, ok, alors, tu as gagné. J'avais une autre idée. Non, il y a d'autres sujets, mais celui-là, il est intéressant. Mais on peut faire une émission spéciale vers le 6 juin, si vous voulez. Tu en as fini avec les questions sur les PN Oui. Parce que moi, je voulais reprendre une question. Quelles sont de 0K, quelles sont les conditions pour devenir pilote chez vous? Alors, ce sont les mêmes que les autres compagnies, sauf que nous, on cherche des profils de gens qui peuvent passer relativement vite captain. C'est-à-dire que, à la différence d'autres compagnies où un copilote va rester 7 ans en poste sur le même avion et souvent sur le même réseau, nous, on cherche des profils de gens qui sont capables, dans 2 ans après, c'est-à-dire en ayant fait en gros 1000 à 1500 heures de vol, d'être captain. Donc on est plutôt sur... on est le fast track de l'aviation, quelque part. Donc des gens captain, qui c'est ont... l'appellation affectueuse du commandant de bord. Oui, pardon. J'attends. Le Shibani, quoi. Affectueuse, j'aime bien ton expression. Donc voilà, donc on recherche des profils qui ont une certaine forme d'agilité intellectuelle et qui n'ont pas envie de blanchir sous le harnais à droite. Voilà. On est un peu plus exigeant que les autres, quelque part. Et tu les trouves ? Alors aujourd'hui, oui. Oui, aujourd'hui on trouve, parce qu'on a, je crois, quand même une bonne réputation, parce qu'on respecte nos équipages. Parce qu'il y a une ambiance au sein du personnel navigant qui est plutôt bonne, avec une exigence de qualité qui est élevée. Vraiment, si c'est juste pour faire des heures sans s'intéresser, qu'ils aillent ailleurs, ils seront très bons ailleurs, il n'y aura pas de problème. Mais oui, on trouve aujourd'hui, on a je ne veux pas dire qu'on n'a pas de difficultés, on a des difficultés, simplement on y arrive, voilà, en ce moment. Et alors... dans le transport régional, un des gros problèmes, c'était le turnover, parce qu'on le disait, oui. Donc les pilotes viennent ici pour accumuler de l'expérience, mais n'ont pas l'intention de rester. Par le passé, moi je me souviens d'une compagnie comme Britair, par exemple, qui était devenue après Hop, mais Britair, sur ses ATR, à peine avait-il formé leurs pilotes que 2-3 mois après, hop, ils étaient aspirés. Aujourd'hui, on n'en est pas à ce niveau-là quand même. En ce moment, on n'est pas tout à fait dans ce niveau de pression, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sont formés, en particulier pendant la crise ou à l'issue de la crise Covid, et les écoles forment quand même beaucoup. Le marché est tendu, vraiment, mais il est fluide encore. Il est possible que l'on arrive à un moment où une situation de saturation, ce qui est arrivé aux États-Unis, où on ne peut plus embaucher de PN parce qu'il n'y en a plus, ou plus assez, ou il n'y a plus assez d'avions. Et là, en ce moment, ils ont la double effet qui se coule, c'est que les avions neufs n'arrivent pas et les PN ne sont pas assez en nombre. Donc on est dans une vraie crise aujourd'hui à la fois de la création d'emplois et de la disponibilité de l'emploi. Ce n'est pas le cas en Europe, mais on est dans une situation qui s'est beaucoup tendue il y a 1 an et demi, qui continue à se tendre. On fait une parenthèse DC-3 et on revient à l'aviation régionale. Et donc nous avons l'image magnifique, je te laisse commenter. Ah, là oui, on a des images du Douglas DC-3, qui est un avion, c'est une véritable légende, mais c'est pas une légende usurpée, parce que quelquefois il y a des légendes qui sont, quand on les vérifie, qui sont un peu décevantes. Non, là on a un avion qui est un avion civil, puisque le Douglas DC, ça veut dire Douglas commercial. Donc c'est un avion civil qui est né en 1935, le premier vol le 17 décembre. Et c'est un avion civil qui a été le premier avion de l'histoire à être rentable. Parce que tous les avions avant le Douglas DC-3 étaient trop petits
pour être rentable. Donc ils étaient subventionnés. Donc comment on subventionnait le transport aérien à l'époque, que ce soit aux États-Unis ou en France? On le subventionnait à travers la poste. C'est-à-dire que le courrier postal était tellement cher et subventionné par le gouvernement que, effectivement, on arrivait à faire voler des avions et on y mettait quelques passagers. Voilà. C'était valable en France, les lignes Latécoère, comme c'était aux États-Unis, de la même façon. Et le Douglas DC-3, lui, est arrivé et par la charge marchande, la charge offerte, c'est-à-dire en gros 4 tonnes 5, enfin 4 tonnes aujourd'hui, eh bien, était rentable. Voilà, c'est-à-dire que le prix des billets permettait de payer l'ensemble des frais relatifs à la mise en œuvre de l'avion. Là, l'avion d'école de Villaroche, là, sur cette image. Villaroche, près de Paris. Voilà, en Seine-et-Marne. Alors, comment se fait-il qu'on voit un DC-3 avec écrit Chalère dessus? Parce que cet avion, il reçoit le soutien de la compagnie depuis maintenant une douzaine d'années, et c'est ce qui permet de le faire voler. C'est aussi un objet de promotion, hein, quelque part, de publicité, de réclame, comme on a utilisé le terme, le vocable tout à l'heure, et c'est voilà. Et donc, mais c'est aussi une évocation de l'histoire. C'est un avion qui n'est plus commercial pour nous. Hein. C'est un avion qui fait des meetings aériens, qui participe à des commémorations, à des tournages. Là, il est au Bourget. Vous voyez, on se pose au Bourget là, pour le tournage d'un film sur la vie de Charles Aznavour, qui sortira au mois d'octobre. Hein, un gros film qui est tourné par Grand Corps Malade, qui est le réalisateur de ce film. Et vous verrez un DC-3. Alors, il n'y aura certainement pas marqué Chalère, mais vous verrez le DC-3 qui a tourné avec Charles Aznavour à son bord. Alors, cet avion, il était donc premier avion rentable de l'histoire. Il a créé toutes les lignes aériennes que l'on connaît aux États-Unis aujourd'hui, et l'essentiel de celles qui existent aussi en Europe. Et puis la guerre de 39-45 est arrivée. Les Américains se sont tournés vers un avion qui s'appelait le Curtiss Commando, le C-46. Et quand ils l'ont utilisé, c'est un avion un petit peu plus gros, qui était à l'origine destiné à être pressurisé, mais finalement ne l'a pas été. Et quand ils ont essayé cet avion, les pilotes d'essai de l'armée se sont tués avec. L'avion n'était pas au point, il a été mis au point ensuite, bien sûr. Et pragmatiques comme le sont les Américains, eh bien, ils ont regardé ce qu'ils avaient comme avion, ils ont vu le DC-3, ils se sont dit, si on met des moteurs un peu plus puissants, si on met un plancher renforcé, une porte cargo, on va en faire un avion de transport, toutes sortes de choses. On va transporter des jeeps, on va transporter des hommes, des munitions, des animaux, des chevaux, on va tout transporter. Et ils l'ont mis au point, l'avion s'est appelé C-47. Il a eu le surnom de Dakota, les Anglais lui ont donné ce surnom. Ils donnaient toujours un surnom, hein, les Anglais, à tous les avions. Et donc c'est devenu l'avion de la Seconde Guerre mondiale. Il est rentré dans l'histoire de France dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Imaginez qu'il y a 900 avions de ce type qui sont réunis en Angleterre, qui mettent leurs moteurs. Il a fallu 6 heures pour mettre en route tous les moteurs de tous les avions successivement. Et il décolle de plusieurs terrains du sud de l'Angleterre en tirant des planeurs, tracteurs du ciel, si j'ose dire, des planeurs anglais, des planeurs américains. Des planeurs transport de troupes. Transport de troupes, transport de matériel. Dans certains planeurs, on mettait un canon, on mettait des motos, on mettait des hommes, on mettait des munitions. Et l'idée était d'emmener ces planeurs et d'amener sur le terrain de combat les hommes, les munitions, etc., de mettre des blessés dans les planeurs et de récupérer les planeurs pour ramener les blessés le plus vite possible à l'arrière. Ça n'a pas très bien fonctionné sur les blessés, mais ça a très bien fonctionné pour ce qui est de l'assaut. Et donc l'avion est rentré dans l'histoire de France avec le débarquement de Normandie. John Wayne, il saute d'un DC-3 dans le film Le jour le plus long. Voilà. John Wayne n'a pas fait le débarquement, mais il y en a d'autres qui ont fait le débarquement. Tu pilotes? C'est toi qu'on voyait aux commandes tout à l'heure? J'ai la chance de le piloter. Ça n'a pas été simple parce que c'est compliqué. D'abord, il faut avoir l'avion. Ensuite, il faut trouver l'instructeur. Après, il faut trouver l'examinateur. Il faut déposer le programme de formation. Et puis après, une fois que vous êtes qualifié, vous n'avez pas l'expérience sur l'avion. C'est un petit peu délicat comme avion quand même. C'est pas difficile, mais il y a son mode d'emploi. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur avec toute l'équipe, parce qu'on est une grosse équipe, on est 6-7 bénévoles à vraiment de noyau dur, plus une bonne dizaine d'autres pour faire voler cet avion en France, mais aussi on va en Angleterre, on va en Allemagne, on va un peu partout en Europe. Voilà. L'année dernière, on est allé à Leeds, presque au milieu de la Grande-Bretagne, avec un temps une météo épouvantable.
Très anglaise, quoi. Chapeau. Est-ce qu'on peut revenir à l'aviation régionale? J'ai encore pas mal de questions. Je pense alors avec cet avion, on faisait du régional. On faisait par exemple Paris, on partait du Bourget, on se posait à Lyon. À l'époque, c'était Lyon-Bron. De Lyon-Bron, on redécollait pour descendre à Marseille. Et on continuait dans le régional français, puisqu'on allait à Alger-Maison-Blanche. Et on continuait comme ça jusqu'à Madagascar, en mettant 12 à 14 jours pour aller à Madagascar, en faisant des vols de 2, 3, 4 heures. Mais on commençait par faire Paris-Lyon et Lyon-Marseille. Voilà, on allait à Pau également avec ce genre d'avion. Donc c'est un avion qui a beaucoup servi sur le domestique. L'intra-Europe, KLM a eu beaucoup de Dakota, la Lufthansa en a eu. Enfin, bon, et on a reconstruit le transport aérien de 1945 à 1955 avec ce type d'avion, DC-3, DC-4, quadrimoteur, le Lockheed Constellation que tout le monde connaît également. Et puis après sont arrivés les premiers avions à réaction qui sont venus compléter notamment l'offre de moyens et de long courrier. Alors une dernière question sur le DC-3. Oui, une dernière question sur le DC-3. Non, j'en aurais. Et puis, ma question personnelle, et puis j'aurai la question de 0K aussi. Très bien. Donc ça fait 2. D'accord ? Allez, tu comprends. Donc ma question personnelle. On peut continuer, on a du temps. Oui, hein. oui. Ma question, c'est cette année, donc c'est les 80 ans du débarquement. On attend le président des États-Unis, le roi d'Angleterre et puis beaucoup de monde sur les plages du débarquement. Et est-ce que toi, tu y seras aussi avec ton avion ? Alors normalement oui, sachant que cette année c'est les 80 ans comme tu le dis si bien, on va avoir un grand événement, c'est qu'on va accueillir une quinzaine de Dakota américains qui vont traverser d'abord les États-Unis, puis ensuite l'Atlantique, pour nous rejoindre en Angleterre vers la fin du mois de mai, début du mois de juin, et qui traverseront le 5 pour se baser entre Caen, Cherbourg, Deauville et l'Essai. Et donc il y a une quinzaine d'avions qui font le vol que faisaient les Dakota à l'époque, puisqu'ils sont tous venus des États-Unis par les airs. Et on va avoir la chance de les retrouver en Normandie autour du mois de juin. Et ensuite on part en Allemagne, enfin pour l'essentiel, on part en Allemagne pour célébrer les 75 ans du pont aérien de Berlin, puisque au lendemain de la guerre, il y a eu ce qu'on appelle la guerre froide, hein, c'est-à-dire la Russie, l'Union soviétique à l'époque qui s'est opposée au reste du monde libre, avec le blocus de Berlin, puisque les Russes, les Soviétiques ont voulu affamer Berlin en bloquant toutes les lignes d'approvisionnement terrestre. Restaient seulement les avions, et ce sont donc les militaires anglais, américains et français qui ont ravitaillé Berlin pendant plus d'une année, en emmenant aussi bien du charbon pour chauffer les maisons qu'en emmenant des animaux vivants, qu'en emmenant du pain, qu'en emmenant des pièces de rechange pour les véhicules, les motos, les voitures, les camions, etc., etc. Et c'était connu sous le nom du pont aérien de Berlin ? Le Berlin Airlift, qui a été la plus grande opération aérienne du monde. Et même encore aujourd'hui, on posait un avion tous les 30 secondes à Berlin, nuit et jour pendant un an, des DC-3, des DC-4. Et c'était sur l'aéroport de Tempelhof ? Tempelhof, qui est aujourd'hui un terrain fermé. Et si vous voulez, cet épisode du pont aérien de Berlin, c'est une histoire qui n'est pas tout à fait l'histoire de France, mais bien qu'on y ait participé. Mais en Allemagne, aujourd'hui encore, elle est dans la mémoire des populations, un petit peu comme le débarquement de Normandie pour la France, parce que les Allemands ont été bombardés massivement. Il y a en ce moment une série, Masters of the Air, qui en parle et qui d'ailleurs donne une facette psychologique intéressante de ce que vivaient les équipages à l'époque. Et après les atrocités des bombardements, l'avion a amené le bonheur, a amené les médicaments, a amené la nourriture. Et les bonbons aussi. Et les bonbons, il y a 4 ans, lorsqu'on était sur la base de Ramstein, de Wiesbaden, pardon, on a rencontré l'histoire des bonbons. Et on l'a rencontré de près, c'est-à-dire que l'idée des bonbons, c'est un pilote qui mangeait des bonbons, et un jour, il voit des enfants à Berlin en atterrissant. Et il voit les enfants, il prend son paquet de bonbons, il jette une poignée de bonbons aux enfants. Puis il y a une petite fille qui a 4 ans qui écrit... qui écrit à Eisenhower, monsieur le commandant en chef, vos avions font du bruit, maman se plaint, la poule à la maison ne fait plus d'œufs depuis qu'il y a le pont aérien, mais votre pilote m'a envoyé des bonbons et je suis très contente, je les ai mangés avec mes amis, et si vous pouvez leur demander d'en envoyer d'autres.
la lettre est arrivée. Et elle a été lue. Et les Américains qui avaient envie de faire un peu de propagande, hein, c'était le mot qu'on utilisait à l'époque, ont pris cette lettre et se sont dit, bah tiens, on va y penser. Et ils ont fabriqué, donc c'est Jelly Belly, le fabricant américain de bonbons, qui a fait des tout petits sacs de bonbons avec un petit parachute en soie. Et il y avait des loadmasters qui larguaient les bonbons aux enfants, le jour bien sûr. Et les bonbons étaient largués, et ça a participé évidemment à cette légende du pont aérien de Berlin, et ça a ravi les enfants qui étaient quand même en souffrance. Et la petite fille, elle a écrit un mot. Elle a dit, écoutez, vos pilotes larguent des bonbons, c'est très très bien, maintenant on est très heureux, on attend les avions. Et puis comme la poule ne faisait pas d'œufs, maman a décidé, on a mangé la poule. Voilà, mais l'histoire est vraie. Et la lettre, elle a été écrite, et imaginez-vous que cette femme, elle a 70 ans, on l'a rencontrée sur la base de Wiesbaden. Et le colonel qui a piloté l'avion était devenu colonel, il avait 92 ans. Et il est venu à Wiesbaden, et il est venu avec nous, et on l'a emmené dans un Dakota, et on a survolé la base de Wiesbaden, et on l'a largué des bonbons. Et Jelly Belly, qui existe toujours, nous a fabriqué gratuitement des palettes de bonbons qui ont été livrées des États-Unis jusque chez Schaller à Caen. On les a stockés pendant 6 mois, et ensuite on les a mis dans les Dakota avant de partir pour l'Allemagne. Voilà. Et la fin de l'histoire, c'est qu'on s'est réunis à Berlin pour le survol de la ville, pour commémorer, c'était il y a 4 ans. Et le colonel a été emmené par le personnel de Berlin, enfin de l'aéroport, il a été emmené au seuil de piste. L'activité était suspendue, donc on avait tous les avions de EasyJet, Ryanair, Air France qui étaient sur les taxiways avec les phares allumés, et on est passé, nous, avec les Dakota à 500 pieds. On a échangé des coups de phare longue portée entre avions, et puis le colonel, évidemment, il a pleuré, quoi. Nous aussi un petit peu. Hein. Merci Alain pour le récit. Siroca demande, quelle est la valeur d'un DC-3 aujourd'hui? C'est difficile à évaluer parce que c'est compliqué à faire voler, parce que c'est un gros avion. Déjà, vous ne le sortez pas tout seul d'un hangar. Un Spitfire, vous l'accrochez après un tracteur, vous le sortez tout seul. Là, non, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est une équipe de 4-5 personnes. Ensuite, c'est 2 gros moteurs. Hein, c'est 2 fois 1200 chevaux. Donc, ça consomme 2 fois ce que consomme un Mustang. Donc, c'est comme si vous faisiez voler 2 Mustangs. Donc, la mise en œuvre est évidemment un peu coûteuse. Après, le prix d'acquisition, il est très variable. Disons que ça va de 400-500 000 euros jusqu'à, on m'a dit, 5 millions d'euros. Je dois avouer que je suis un peu surpris, mais bon, voilà. C'est très variable. Je n'ai plus de questions, Thierry. Mais après, c'est la valeur de l'amour qu'on met dedans. Hein. C'est clairement ça. Et puis de la capacité à l'entretenir. C'est compliqué, c'est faisable, on le fait. Et on le fait en sécurité, mais c'est compliqué. Donc il faut des gens qui ont de l'expertise et de l'envie. Il faut les 2 choses. C'était passionnant. On doit néanmoins refermer la parenthèse DC-3 pour revenir à l'aviation régionale. J'avais une question de Voldemax. Pourquoi le salaire moyen dans une compagnie régionale est-il sensiblement inférieur au salaire moyen dans une compagnie, alors je ne sais plus quelle était la fin de la question, on va dire une grande compagnie? Tout simplement parce que l'avion, alors souvent il y a des règles, c'est pour moi qui les ai écrites, hein, c'est des règles vitesse-tonnage. C'est-à-dire qu'un pilote qui vole sur un avion qui vole vite et qui est gros gagne plus qu'un avion qui serait aussi gros mais qui volerait moins vite, ou a fortiori d'un avion qui volerait moins vite et qui serait plus petit. Donc ça, c'est plus ou moins une règle qui est appliquée dans beaucoup de compagnies, en particulier en France. C'est une règle tacite, mais c'est pas une réglementation. Non, c'est pas une règle tacite, c'est écrit. Non, c'est écrit. Il y a tout des formules de calcul, masse-vitesse mais qui existent. C'est une règle qui a été négociée entre les syndicats et les patrons de compagnies aériennes au cours des années. Ça s'applique chez Air France, par exemple. Bon. Et je crois que ça s'applique dans quelques pays à l'étranger, en particulier aux États-Unis. Ensuite, le coût de l'équipage, quand vous transportez 50 passagers, évidemment, vous l'appliquez sur 50 sièges. Le coût de l'équipage sur un avion type Boeing 737-800, vous avez 189 passagers, il est pas le même, quoi. Forcément, vous pouvez augmenter un peu plus les équipages, mais le coût de l'équipage sera bien inférieur ramené au siège. Donc c'est une loi économique. Merci pour la concision. Voilà. La réponse. Ça peut créer de l'insatisfaction, hein, mais c'est une loi économique. Pas moi qui l'invente ni qui l'applique.
Si on parle maintenant de l'offre en matière d'avions régionaux pour une compagnie comme la tienne, les constructeurs régionaux, ces dernières décennies, ont disparu les uns après les autres. Ça marchait tellement bien qu'ils ont disparu. On parlait du Fokker 100, qui n'existe, marque Fokker, en tout cas le constructeur Fokker n'existe plus. Le dernier en date, c'est l'arrêt de la production du Q400, qui est le constructeur. C'est difficile de dire si le constructeur a disparu ou pas, mais en tout cas, la production est arrêtée depuis plusieurs années. Le Q400, c'est l'héritier de la ligne Dash 6, Dash 7, Dash 8. Le Beech 1900D que tu exploites à hauteur de quelques exemplaires a peu de chances d'être remplacé. Le prochain ATR n'est pas encore lancé. Est-ce que ça t'inquiète ? Alors oui, c'est inquiétant parce que nous, on aimerait disposer d'avions qui offrent une rupture technologique. D'avions tout carbone, par exemple, d'avions avec des meilleures motorisations. Tout carbone, c'est-à-dire le fuselage en fibre de carbone. Oui, c'est ça. Le fuselage ce qui est le cas, par exemple, des avions type Airbus 350, qui sont des avions légers, très performants, où là, il y a une vraie rupture technologique. Airbus, sans changer fondamentalement les moteurs, a réussi à faire un avion qui est très efficient, très efficace, qui tombe jamais en panne, qui a vraiment d'immenses qualités. Et c'est d'ailleurs pour ça que Air Caraïbes en particulier a été le premier exploitant de ce type d'avion en France très tôt, parce que les dirigeants d'Air Caraïbes ont vu l'intérêt de cet avion avant les autres, tout simplement. Et ils les ont commandés, ils les ont payés et ils les ont exploités de nombreuses années avant les autres. Donc oui, on attend des ruptures technologiques, elles n'arrivent pas, ou en tout cas celles qui nous sont proposées pour l'instant, personnellement j'ai émis beaucoup de doutes. Voilà, un avion électrique, oui, pourquoi pas, mais pour faire quoi ? Alors on me dit, mais c'est génial, on va inventer un avion électrique de 19 sièges et puis vous, exploitant d'avion, vous aurez qu'à inventer le reste, c'est-à-dire inventer le marché. Non, on part du marché, ensuite on offre une réponse technologique et c'est comme ça que ça marche dans la vraie vie. Alors dans les tours de table pour séduire des investisseurs, vous savez, il y a 3 tours de table, le premier, le deuxième, le troisième. On invente des histoires et on dit, voilà, il y a un marché énorme. Non, le marché, il n'existe pas. Un avion de 19 sièges électriques, aujourd'hui, je me trompe peut-être, attention, en toute humilité, ça n'existe pas. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder l'électricité pour avionner des avions, notamment dans le cadre d'hybridation. Parce qu'un avion, lorsqu'il vole, il utilise une partie faible de la puissance de ses moteurs. Je m'explique. L'avion, pour décoller, doit utiliser une puissance très importante. Et une fois que vous êtes en vol, en gros, vous volez à 50 ou 60% de la puissance nécessaire au décollage à la masse max. Alors, il n'y a pas que la masse max qui détermine la puissance nécessaire, il y a le contrôle sur un seul moteur, enfin, il y a pas mal de facteurs. Mais on va retenir ça pour simplifier. Et donc, prenez le DC-3, voilà, vieil avion. Cet avion, il décolle à 1200 chevaux, il vole avec 600 chevaux. L'ATR, c'est presque la même chose. Il lui faut 1800 chevaux pour décoller, mais après, il vole aux alentours entre 800 et 1050 chevaux. Et donc, vous avez ce surplus de puissance, il détermine le poids du moteur et sa consommation. Si on arrive à avoir une hybridation qui donne l'énergie nécessaire pendant les 7-8 minutes de la montée initiale, voire même un peu moins, eh bien, on va avoir un avion qui aura un moteur plus petit, une masse plus petite, qui emmènera moins de carburant, parce qu'il consommera moins de carburant dans la montée, et pourtant, il aura la puissance nécessaire pour rejoindre son niveau de vol. Donc l'hybridation est très intéressante, parce qu'elle peut amener un gain de poids, si les batteries ne sont pas trop lourdes, et par la diminution du poids des moteurs et du carburant à emporter pour la même distance à parcourir. Donc je sais que ATR travaille là-dessus, ils sont très, très secrets, j'en sais pas plus que ce que je viens de vous dire, sincèrement. Mais là, il y a des options. Il y a un hélicoptère chez Eurocopter qui vole avec un système hybride, je l'ai vu, j'ai vu les performances, c'est loin d'être inintéressant. Ça mérite encore une mise au point parce que les batteries sont trop lourdes encore. Les moteurs électriques sont performants, c'est pas ça le problème, c'est les batteries. Tant qu'on n'aura pas des batteries plus légères et avec des plus grosses capacités, c'est le même problème pour les autos, c'est exactement la même chose. Sauf que le poids, c'est un ennemi encore plus sérieux dans la gestion. Il ne pose pas sur 4 roues, là il pose sur 2 ailes et c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'on peut dire que grâce, si je peux dire comme ça, grâce à la distance franchissable puisqu'un avion régional a besoin de moins de distance franchissable, est-ce que c'est le bon segment pour lancer un avion hybride ?
puisqu'on aura besoin de moins de batterie. Oui et non. Oui et non. Alors, je vais vous donner un exemple très précis. Nous, on a un ATR 72 l'année dernière qui faisait du Castres-Orly. Bon. Et le samedi, on reçoit un appel pour aller remplacer un Boeing 737 pour aller à Ibiza. Et donc notre avion, qui fait un vol de 350 nautiques entre Orly et Castres, eh bien ce jour-là, il est parti pour faire un vol de 650 nautiques, aller à Ibiza, ramener 70 passagers à Orly. Donc si nous avions eu un avion électrique ou hybride, ou encore un avion à hydrogène, cette mission-là, nous ne la faisions pas. Donc, est-ce que c'est l'avenir d'avoir un avion qu'on ultra spécialise dans des usages et dont on restreint l'utilisation future ? C'est-à-dire que son bilan carbone de construction, on va le restreindre à un usage très précis et très peu large. Je ne suis pas certain que ce soit environnementalement une bonne décision. Il faut vraiment le peser. Pourtant, la mission dont tu parlais, c'était une mission exceptionnelle. Oui, mais des missions de cette nature, on en fait quand même très très régulièrement tout au long de l'année. Là, elle était un peu extrême parce que on s'est posé de nuit, en plus on a été filmé au-dessus d'une boîte de nuit, enfin c'était assez amusant. Il y a un film sur YouTube qui traîne, un short, où on voit l'avion qui passe au-dessus d'une boîte de nuit, bon, parce que l'avion n'était pas attendu à cette heure-là, quoi. Mais bon, mais non, des missions de cette nature, on en fait régulièrement, oui, on en fait régulièrement. Et donc l'intérêt de l'avion, c'est qu'il soit versatile. Alors effectivement, l'avion à tout faire, il n'existe pas. Il ne faut pas non plus l'idéaliser. Mais de réduire l'avion à un usage trop spécialisé, on ne créera pas de marché en faisant ça. Pour toi, il faut garder un certain degré de polyvalence. Oui. Que ne permettraient pas les technologies actuelles. Si on hybride un avion, on restreint sa polyvalence. On n'a pas encore suffisamment de technologies de rupture. Mais il faut travailler et continuer de travailler là-dessus. C'est indispensable. Alors donc, tu faisais allusion au projet d'ATR. Donc effectivement, il planche sur une évolution de l'ATR 72 qui s'appellerait l'EVO, et que ATR espère lancer en 2025. Mais donc bon, on est encore assez loin de le voir voler. En tout cas, oui, mais un avion, d'abord, le programme de développement d'un avion, c'est entre 1,5 milliard et 5 milliards d'euros ou de dollars. Donc c'est quand même un sacré pari. Même pour des entreprises comme Airbus, c'est beaucoup d'argent. Et chez ATR, encore plus. Ensuite, le temps de certification d'un avion, c'est-à-dire entre un prototype à peu près abouti qui vole et sa certification européenne et américaine, c'est 7 ans. Et c'est incompressible. On peut essayer de le réduire à 6 ans et demi ou à 6 ans, mais c'est en gros 7 ans. Donc il faut imaginer qu'on est sur des cycles longs. Et ça ne satisfait pas l'urgence climatique, ça ne satisfait pas surtout l'urgence politique, et comme ça se confond souvent, on arrive à faire des conneries. Bon, mais le temps est un temps long, donc il faut trouver d'autres solutions, notamment pour décarboner l'avion, et c'est le SAF, les carburants durables, qui peuvent être faits très rapidement, et qui ne nécessitent pas d'infrastructures particulières, puisqu'on les transporte dans les systèmes de tuyaux qui existent aujourd'hui, on les stocke dans les stockages qui existent aujourd'hui, on les met à l'avion à travers les pompes qui existent, etc. etc. Donc la solution à court terme, efficace sur le plan environnemental et qu'on peut mettre en œuvre rapidement, c'est les carburants durables. Est-ce que vraiment on peut parler de court terme pour les carburants durables ? Parce que la montée en cadence de la production, construire des usines, c'est des investissements. Parce qu'il n'y a pas de volonté politique en Europe réelle de le faire. Il y a des discours, mais il n'y a pas de réalité. Comme souvent. Pas toujours, mais comme souvent. On nous raconte des histoires. Mais dans aucune autre région du monde, on ne voit d'usine. Enfin, on en voit, mais on voit une montée en cadence très faible. Vous avez une montée en cadence remarquable aux États-Unis. Aujourd'hui, le SAF, le CAD, comme on dit en Europe, il est disponible dans l'essentiel des plateformes américaines. Mais en très petite quantité. Non, pas en petite quantité. On commence à avoir des quantités très significatives. On n'a pas 20% du marché, on est d'accord. Mais on n'est plus à 0,0 quelque chose. On est à 3, 4, 5%. À tel point que les stations-service américaines pour les avions l'affichent aujourd'hui. Vous savez, il y a du SAF et le prix, aujourd'hui, est à peine supérieur au prix du kérosène. Parce qu'il y a une vraie volonté politique qui se traduit dans les faits. Et il y a de la production. Ce qui n'est pas le cas en Europe. En Europe, et ce n'est pas spécifique à la France, on fait beaucoup de discours et très peu d'actions. Et malheureusement, dans le domaine du carburant, on fait là encore beaucoup de discours et peu d'actions. Le Premier ministre que j'avais rencontré, je fais vieille barbe, mais il s'appelait Manuel Valls.
Je le vois au Salon du Bourget, il y a 8 ans, et il me dit, écoutez, monsieur Battisti, c'est impeccable. Vous aurez la première raffinerie, ce sera la MED. On lance le projet au mois d'octobre. Le salon, il est au mois de juin. 2 jours après, je reçois madame Ségolène Royal qui me dit, écoutez, j'ai trouvé une solution. Donc, c'était pas celle du Premier ministre, c'était la sienne. Mais peu importe. Elle avait une solution. Allez, fin de l'année, c'est bon. Voilà. 7 ans après, 8 ans après, on en parle encore. Gilles, il faut qu'on refasse une émission sur les carburants SAF, sur les carburants durables. Tu avais une question pour Alain? Non, mais c'est important parce que là, le procédé de fabrication de ces carburants, il existe. Tout ce qui est la logistique de stockage, etc., sans investissement en dépenses carbone, ça existe. Il faut le produire avec des ressources d'origine naturelle et des ressources chimiques. Mais évidemment, ce SAF, il n'est durable que si son bilan de lui de production carbone, effectivement, est neutre. Or, aujourd'hui, c'est le cas. On est déjà à la 2e certification du carburant durable. On est déjà à la 2e certification. On va vers une 3e mode de certification qui assure que c'est bien un carburant vertueux. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer plus de carbone en le produisant que l'économie. Mais il faut avoir une vraie volonté industrielle. C'est des milliards d'euros qu'il faut mettre à l'échelle européenne. Mais aujourd'hui, on ne met pas ces milliards sur la table. Par contre, on a mis la taxe correspondante. On paye déjà la taxe. Aujourd'hui, on paye 2% de taxe sur le carburant. Soi-disant parce qu'on ne met pas de SAF. Donc, on nous fait payer la taxe. Et les compagnies qui arrivent à trouver du SAF, comme Air France, et qui en mettent, on n'arrive pas à leur rembourser la taxe qu'ils ont payée sur le carburant qu'ils auraient soi-disant pas mis. Oui, enfin, on se demande si on n'est pas chez les fous quelquefois. Il nous reste quelques questions, et Gilles, tu en avais une notamment sur la gestion de la pandémie. Ça a été une période quand même assez extraordinaire. Tu étais président de la Fédération nationale de l'aviation marchande à l'époque. Oui. Et puis donc, du jour au lendemain, toute l'activité s'est arrêtée, l'activité économique, et donc tous les avions sont restés cloués au sol. Et le redémarrage a été long et laborieux. Comment toi, quel souvenir tu gardes de cette époque? Comment il faut dire? Concis, c'est ça? Oui. Bon, on se donne une heure alors. C'est un souvenir un peu cauchemardesque parce que on était dans une situation extraordinaire, c'est-à-dire hors de l'ordinaire, et personne ne savait ni sa durée ni la façon de la résoudre. Et le premier réflexe a été, évidemment, lorsqu'il y a eu questionnement sur le confinement, on était informé quelques jours avant, et on commençait à tenir tous les soirs à 18h une réunion avec le président d'Air France, la présidente d'Air France, président d'ADP, moi-même, le ministre des Transports, quelquefois le ministre de la Santé, et on me disait, voilà, dans 4-5 jours, on va fermer les lignes. Ah oui, mais donc les avions n'auront plus le droit de voler. Oui, ils n'auront plus le droit de voler. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait des passagers? C'est-à-dire, pas ceux qui vont partir en vacances, non, ceux qui sont déjà en vacances. On fait quoi? On les laisse là-bas? Ah oui, on n'y avait pas pensé. Alors bien, on va y penser. Donc on a commencé à organiser le rapatriement, alors qu'on n'avait pas encore fermé complètement le confinement. Alors il y a des rapatriements qui se sont faits relativement facilement, parce qu'il y avait encore de gros avions et que c'était faisable. Et puis après, il y a un moment donné, on nous a dit, attendez, là il y a une émeute à l'aéroport de Bamako, on parle de morts, finalement il n'y en avait pas, mais fort heureusement. Mais il va falloir ramener 4000 personnes. Et là, d'un seul coup, on s'est retrouvé avec une période où c'était en mars 2020, où les avions étaient interdits de voler, vous étiez, les pilotes, tout le monde était confiné chez soi, et on nous disait, voilà, alors il faut envoyer un avion ce soir à tel endroit. Est-ce que vous pouvez envoyer combien de places? 400 places. Il faut trouver un avion pour l'envoyer à tel endroit. Ah oui, mais les pilotes ne veulent pas y aller parce que c'est trop dangereux. Et ça, c'est tout à fait respectable, hein, mais bon. Et donc, on s'est retrouvé à organiser ces rapatriements. Et les compagnies françaises ont été toutes au rendez-vous. Les compagnies étrangères basées en France n'étaient pas au rendez-vous. Je le dis très solennellement parce que c'était la réalité. Ensuite, on nous a dit, écoutez, il faut qu'on aille en Chine chercher des masques. Et là, on a commencé à chercher des capacités cargo.
Et là, on a eu une solidarité extraordinaire entre les constructeurs d'avions, les opérateurs d'avions, les agences de certification, et on a pu transformer des avions passagers en avions cargo. À partir du moment où on a fait une étude très très vite. Est-ce qu'on peut mettre des cartons sur les sièges des passagers en pelliculant les sièges? Est-ce que c'est valable? Est-ce qu'on n'a pas des risques de centrage, etc. Et on a fait tous les jours des choses extraordinaires. On a effectivement transporté des cartons sur des sièges passagers en filmant les sièges passagers avec du film transparent ou autre. Donc ça veut dire que d'une part, et on a pu mobiliser. J'explique juste de quoi on parle. Donc ça veut dire que les sièges supportaient le poids, et ça veut dire aussi que on ne modifiait pas. Quand tu parlais de centrage, on le faisait dans des règles de sécurité normales. Voilà, on ne modifiait pas le centre de gravité outre mesure. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a réussi à ramener des masques respiratoires, enfin des appareils respiratoires, des masques et tout un ensemble de choses. Les premiers vaccins ont été transportés par des avions français, par exemple vers la Guyane, vers les Antilles. Chalair a transporté en Afrique. On a transporté des échantillons de virus parce que les scientifiques allaient un peu partout dans les régions en Europe, enfin dans le monde entier et en particulier en Afrique, pour essayer de vérifier les sources de virus et la mutation des virus. Et nous-mêmes avons été une des très rares compagnies, et je crois qu'on n'était que 2 compagnies en France à être autorisées à transporter le virus vivant. Et donc c'est ce qu'on a fait, dans des conditions normales de sécurité. Voilà. Donc les compagnies françaises ont contribué avec les pouvoirs publics à ce que ça redémarre, qu'on puisse au moins avoir le minimum vital, le rapatriement des hommes et des femmes, le transport des médicaments, le transport des fret les plus urgents, parce qu'il y a des gens qui étaient en train de mourir faute de masques à oxygène. Il ne faut pas l'oublier, ça. S'il n'y avait pas eu des avions pour ramener les masques de Chine, puisqu'on ne sait plus les fabriquer en France, eh bien, il y aurait eu certainement plus de morts qu'il n'y a eu. Là, on parle des masques à oxygène utilisés pour les malades. Pour les malades, absolument. On ne parle pas des masques de protection qu'on a aussi ramenés pour protéger les personnels soignants. Moi, j'avais juste une question complémentaire plutôt sur la partie économique, l'économie de la compagnie. Les avions, est-ce que vous les possédez? Est-ce que la compagnie les possède, pardon? Est-ce que la compagnie les loue? Est-ce qu'il y a un équilibre entre avoir... Il y a un équilibre. Il y a un équilibre entre location et achat. Oui. Il y a les deux. D'accord. Quelle est la bonne proportion? La bonne proportion, je l'ignore. À une époque, on disait qu'il fallait posséder 70% de ces avions et en louer 30%. Bon, je ne sais pas si ça s'applique encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on les loue, mais bon, peut-être que demain, on les achètera de nouveau. Mais enfin, un ATR, ça vaut plus de 20 millions à l'achat. Donc, c'est un gros investissement. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Alain. Chers viewers, je pense qu'on arrive au terme de l'émission. Oui, on va s'excuser pour le chat parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions et on n'a pas pris tout le monde. Merci encore, Alain Battisti, d'avoir été avec nous pour parler d'aviation régionale. Et merci, Gilles. Merci à toi, Thierry, un plaisir, comme d'habitude, d'avoir animé. Et puis merci à Alain d'avoir fait le voyage depuis la côte ouest.